Bonsoir, heureuse de vous retrouver en ce lundi soir. Nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin et l'antenne d'Europe 1 est ouverte comme tous les soirs afin de vous permettre de prendre la parole pour aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur et échanger avec d'autres auditeurs, vous entraider également. Le 39-21 est à votre disposition. Paul et Sonia sont là, tout près, à l'autre bout du fil pour vous y accueillir. C'est Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et bien sûr, tout au long de ces 2h30 de direct, vous pouvez également m'envoyer vos messages, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Et alors Emmanuel Faux me demandait si j'avais ma petite fourrure ce soir. Bah non, vous le savez évidemment, et je suis contre la fourrure et je voulais à ce propos faire un petit coup de cœur d'ailleurs pour un film diffusé ce soir sur France 3 que vous avez peut-être vu. L'animal est une personne. Vraiment bravo à Franz-Olivier Gisberg et à Gilles Demestre d'avoir abordé ce sujet qui est si souvent traité avec mépris. On y parle des conditions de vie des animaux d'élevage. Alors, vous aurez peut-être envie d'en parler demain avec Jean-Marc Morandini, mais si vous avez envie de réagir à chaud parce que ce film vous a particulièrement touché, ému, fait réagir, vraiment n'hésitez pas. Le 39-21 est aussi là pour vous, pour me parler ou pour réagir à un témoignage. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Fifi vient de me signaler que demain, Jean-Marc Morandini va faire son émission en direct d'un McDo. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour parler de ce film diffusé sur France 3, L'animal est une personne, où on parle de conditions de vie des animaux d'élevage. Quoique, c'est peut-être le moment justement. Allez, on accueille maintenant Solange. Bonsoir. Bonsoir oui, Solange. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir. Vous avez l'air étonnée, vous vous retrouvez là? Ou un peu surprise? Non, mais je suis un peu intimidée, je dois vous dire la vérité. Ah bon? J'ai un peu le trac. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment, on est entre nous, j'ai envie de dire. C'est les premières minutes qui sont un peu intimidantes et puis après, ça va tout seul. Moi, c'est gentil à vous de me rassurer un petit peu, c'est gentil à vous. Et moi, je vous appelais parce que j'étais en réaction avec une personne qui s'était exprimée il y a une semaine en parlant de sa maman, qu'elle avait des soucis et elle avait peur que sa maman ne l'aime pas. Et moi, il se trouve qu'en ce moment, je sais que Noël n'est pas très loin. Mmh. C'est dans un mois, pratiquement jour pour jour. Et je suis très angoissée, comme chaque année, parce qu'en fait, moi, j'ai un grand souci avec ma maman aussi. Je ne suis plus invitée à Noël depuis peut-être 25 ans, si c'est pas 30. J'ai jamais passé un Noël avec ma maman. J'ai une sœur. Ma sœur, elle passe toujours les Noëls. Et comment ça se fait, ça? Pourquoi? C'est parce que vous dites vous n'êtes pas invité, c'est pas vous, donc qui ne souhaitez pas y aller. C'est qu'on ne vous invite pas. On m'a jamais invité depuis pratiquement 30 ans. On m'invite pas au Noël. Et pourquoi? On m'invite pas aux anniversaires. On m'invite pas. Par exemple, j'ai une petite nièce qui est née il y a 13 ans. J'ai jamais été invitée à un seul de ses anniversaires. Et ça me pose question. Je comprends, j'arrive pas. D'abord, ça me fait souffrir. Oui. Et puis, chaque année, je me dis, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir quelque chose. Et puis, j'arrive jamais à savoir ce qui se passe. Quand on me pose des questions, on me répond. Quand je pose, des questions, on me répond pas. À qui vous posez les questions? Alors, à votre mère ou à votre sœur? À maman et à ma sœur. À votre mère et à votre sœur? Ouais. Qu'est-ce que vous leur demandez, finalement? Comme je ne les vois jamais, parce que même en dehors des fêtes de Noël auxquelles je suis jamais invitée, je ne les vois jamais. Par exemple, pour vous dire, je n'ai revu mon papa, c'est un peu difficile à dire, mais c'est quand même ce qui s'est passé, c'est la réalité. C'est qu'en fait, mes parents étaient divorcés, et depuis, mes parents se sont séparés, j'avais 11 ou 12 ans, ma maman a refait sa vie, et puis de temps en temps, j'essayais quand même de revoir mon papa. Et puis, les dernières années de sa vie, je ne l'ai jamais revu. Pendant 10 ans, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai revu que le jour où il est décédé, en fait. Et j'ai trouvé ça d'une très grande violence. Oui. Et quand j'ai voulu poser des questions à ce moment-là, parce que là, nous nous sommes revus, ma maman et ma sœur, et là, je leur ai dit, mais pourquoi autant de souffrance? Pourquoi me laisser de côté? Pourquoi ne jamais m'inviter à Noël? Pourquoi? Et des deux côtés, on m'a dit, ne pose pas de questions, on n'a pas envie de te répondre. C'était d'une grande violence.
Parce que votre mère et votre sœur sont très proches, donc. Très proche. Ouais. Et votre sœur est plus jeune ou plus âgée que Plus vous? jeune, elle a 2 ans de moins que moi. Oui, enfin c'est proche, vous vous suivez quand même. Oui, on se suit. Moi, je Et suis la fille aînée, moi. Je suis la fille aînée. vous êtes la fille aînée. Et par rapport à votre père, qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas revu malheureusement avant son décès? Bah, moi, quand j'appelais ma sœur, je lui disais, je voudrais voir papa, mais papa veut pas te voir. Mais Et quand il y a j'appelais eu ma maman, je lui pardon. Excusez-moi. pardonnez-moi, mais est-ce qu'il y a eu un événement, un moment particulier, enfin, qui fait que vous vous êtes fâchés? Il y a eu vraiment, il y a eu des éclats de voix, il y a quelque chose qui a Non. éclaté ou pas? Non, il n'y a rien. Moi, j'ai tellement cherché des explications. Vous Alors, devez bien avoir une petite idée quand même, parce que par rapport à alors cette j'ai histoire. quelques idées. Oui, Oui. j'ai quelques idées, mais c'est pas évident. Je peux me tromper complètement, je sais pas. Alors je me dis, c'est parce que moi, je suis pas mariée, je suis séparée. Hein. Donc je suis pas mariée, j'ai pas eu d'enfants. Ma sœur s'est mariée très jeune, elle a eu des enfants. Et est-ce que c'est ça qui fait que ma maman a fait un choix? Je sais pas. Ça paraît curieux quand même aujourd'hui dans ce contexte. Voilà, et je me dis, mais comment une mère moi je pense à ma maman tous les jours, comme si je me disais que j'allais la voir. Elle a J'ai quel âge, l'impression- votre mère, aujourd'hui? Ma maman, elle a 82 ans maintenant. Et c'est un Et rejet tout le temps. Donc tout vous le étiez temps. déjà adulte quand il y a eu cette coupure dans le lien. Vous étiez déjà adulte, vous? En fait, on s'est jamais entendu depuis Oui. toute petite. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ma maman n'a jamais été, comment vous dire, il y avait toujours une différence entre ma sœur et moi. Elle était Toujours. plus attentive à votre sœur qu'à vous, que vis-à-vis de vous. Elle était très exigeante avec moi, elle était même agressive, elle me supportait pas en fait. Et ma sœur, ça s'est toujours super bien passé avec ma sœur. Et vos parents vivaient ensemble? Non, mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Et ma maman a fait sa vie, s'est remariée, elle, par contre. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qui fait que votre père lui a suivi aussi, qu'avec lui c'était aussi compliqué? Parce qu'après tout, Ça n'a jamais marché avec lui et elle. Ça n'a jamais marché, en fait. et Aussi entre loin que lui je et vous, remonte, et entre lui et vous, ça n'a jamais marché non plus. Même petite, c'était un monsieur qui était, mon papa, c'était quelqu'un de violent avec moi. violent en parole, en À tout gestes. point de vue, à tout point de vue. Mais bon, ça n'a jamais été, comment vous dire, je peux pas dire que j'ai été une enfant frappée, ce serait mentir. Mais disons que dans la voix, dans les gestes, c'était toujours très violent. Mais je recevais pas des coups non plus, je ne voudrais pas non plus Est-ce qu'il mentir. était également avec votre mère? Oui, il était avec ma maman. Et avec votre sœur? Pas du tout, jamais. Ma sœur a toujours été, elle a jamais été traitée du tout comme moi. Aussi loin que je remonte, moi, c'est toujours moi qui faisait les choses de travers, qui faisait jamais les choses bien. Et ma sœur, je la vois toujours protégée, à l'abri. Quand on était encore au collège, même en famille, on disait toujours que ma petite sœur, c'était une fille extraordinaire, qu'elle avait toujours des bonnes notes, que c'était la meilleure. Et moi, quand j'étais à table, j'ai l'impression que j'existais pas. On parlait de ma sœur, moi j'étais à la même table, mais moi on parlait jamais de moi. Et toi, Solange, tu as eu des bonnes notes, comment ça se passe pour toi? Mais moi, on parlait jamais de moi à table. Dans les réunions de famille, c'est comme si j'existais pas. Dans quel Jamais contexte êtes-vous né, vous? Comment ça s'est Moi, je suis née passé? dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire? C'est ce que je pense aujourd'hui, hein. À force de réfléchir. Oui. Ça fait partie aussi de mes petites idées. Quand vous me demandiez si j'avais une petite idée, ça en fait aussi partie. C'est que donc je suis le premier enfant à être venu au monde. Et quand ma maman m'attendait, mon papa était militaire et était à la guerre d'Algérie. Et les premiers mois de grossesse de ma maman, encore aujourd'hui, les rares, par exemple, quand mon papa est décédé, j'ai essayé de poser des questions et de parler. Je lui ai dit, maman, explique-moi, est-ce que c'est ça qui a fait qu'on ne s'est jamais entendu toutes les deux, que tu m'as toujours rejeté? Est-ce que c'est là qu'il y a eu un problème? La seule chose qu'elle m'a dit, mais elle était vraiment troublée, elle m'a dit, j'étais seule pendant la grossesse? J'étais si seule. Ouais, elle m'a dit, j'étais seule et j'étais si seule. Voilà. Ils étaient mariés déjà?
Ah oui, 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 ils sont mariés avant que je ne vienne au monde. Oui, oui, ils étaient mariés. Donc aujourd'hui, vous avez 55 ans. Ben voilà, vous allez trouver facilement. Bah Oui, oui, c'est par rapport à la guerre d'Algérie. oui, C'est je suis ça. née les dernières années de la guerre d'Algérie. D'accord. Et ma maman m'a dit que en fait, elle avait plus de nouvelles de mon papa. Elle était enceinte en septembre 58. Moi, je suis née en juin 59 et qu'elle avait plus de nouvelles du tout de mon papa parce qu'elle n'était pas en Algérie, ma maman. Elle était Bien sûr, oui, elle était restée ici, oui, en ouais, France. ouais. Mais est-ce quand il est parti, il savait que votre mère vous attendait? Ben ça, j'ai jamais réussi à le savoir. Parce qu'il semblerait, enfin, c'est pourquoi après pourquoi il était violent avec vous, avec elle? Est-ce que vous pensez qu'il a pu douter finalement qu'il était, qu'il était bien le père, votre père? Eh ben, vous n'êtes pas la seule à réagir comme ça. C'est une question, Alors on a maintenant, l'impression qu'il y a comme un secret. Ne pose pas de questions, tu oui, n'as pas à savoir. Après, ouais, lui qui est violent avec vous, enfin très rejetant avec vous, vous dites que vous n'avez pas été une enfant maltraitée, mais enfin il y avait une différence de traitement manifeste entre vous et votre sœur. ouais, Lui également violent avec votre mère. ouais. Et vous me dites Alors moi, qu'il... j'ai retrouvé. Mm. Excusez-moi, je vous interromps parce que je pense à quelque chose peut-être d'important. Quand mon papa est décédé, il vivait seul. Et avec ma sœur, donc on est allé dans cet appartement et puis on a géré. Hein. On a vidé l'appartement, on a nettoyé, on s'est séparé les objets qui nous faisaient plaisir l'une et l'autre. Oui. Et puis dans un carton, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de lettres. Et moi, comme je pensais que peut-être le secret, je voulais savoir ce qui m'était arrivé. Ça m'a, ça ne m'a jamais quitté, si vous voulez. Je J'y pense comprends, sans oui. arrêt à ça. Ça m'a jamais empêché de vivre, de faire mon métier, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale. Enfin, ça On va pèse quand dire. même, ça vous a peut-être empêché d'avoir une vie, de construire une famille, peut-être, je sais pas. Je pense. Ça m'a bloqué quelque part, tout ça. Et donc, je vois ce carton avec beaucoup, beaucoup de courriers. Je ne dis rien à ma sœur parce que je me dis, peut-être, enfin, je vais savoir ce qui s'est passé. Donc, je dis rien à ma sœur. On était chacune dans une pièce différente. On jetait, on rangeait. Donc, je prends ça dans un sac. Et puis après, j'ai mis 2 mois à lire tous ces courriers qui, Oui. en fait, étaient des courriers de mon papa. Pendant il faisait la guerre d'Algérie, il écrivait à sa maman. Donc, j'ai lu ces courriers. Et ce qui m'a fait du bien, quand même, c'est que dans certains courriers, il écrit à sa maman, il dit « Tiens, je rêve de retrouver ma fille, de mettre mes chaussons et de jouer au papa. » Alors ça, quand j'ai lu ces lettres-là, où Oui, je voyais, il se ça m'a fait réjouissait du bien, moi. il se réjouissait de votre venue au monde. Ma fille. Hmm. Alors que je suis bébé, quand je vois la lettre, la date à laquelle cette lettre a été expédiée et même écrite, et je calcule et je me dis, bah là, quand il écrit ça, j'ai 6 mois ou j'ai 7 mois, vous voyez. Oui, il Et vous il a investit. l'air À de travers vraiment ce le courrier, on sent qu'il vous investit. Bah oui. Votre mère, ça compte aussi qu'elle ait passé cette grossesse seule et dans un contexte très angoissant. Si on se replonge, on a oublié évidemment ce qu'était le contexte de cette époque, mais qui était terrible pour ces familles qui avaient des fils, des frères, des maris, comme ça envoyés dans cette guerre, et dont beaucoup ne sont pas revenus ou très marqués, blessés, bon. Et aussi changer parfois, comme malheureusement tous ceux qui sont confrontés à la guerre et à toutes les scènes atroces qu'elle véhicule. Donc, Par contre, je voulais juste, excusez-moi, je vous interromps parce que je pense à autre chose d'important à propos des lettres et des courriers. Un jour, ma maman m'a appelée, elle m'a dit, écoute, il faut que je rends un local que je louais jusqu'à présent. Il y a des papiers, il y a des choses qui t'appartiennent de quand tu étais au collège ou au lycée. J'aimerais bien que tu récupères ça. Donc, je suis venue, j'ai tout récupéré, puis après, j'ai trié ça à la maison. Mais je n'avais pas tout trié, j'avais laissé un sac ou deux. Et puis, au décès de mon papa, j'ai lu les courriers, donc j'avais trouvé chez lui. En même temps, j'ai fait le lien, j'ai dit, tiens, ben, je vais retrouver aussi, tiens, je vais finir par ranger tout ça. Et je vais trier. Et là, j'ai trouvé des courriers qu'on ne m'avait jamais donnés, des courriers dans lesquels, après le divorce et la séparation de mes parents, mon père m'a écrit, mais ça, je ne l'ai jamais su. Mon papa m'a écrit quand il avait quitté ma maman, il nous avait quittés. et qu'est-ce qu'il vous disait alors dans ces courriers? Enfin, il voulait prendre de vos nouvelles. Eh ben, il s'excusait dans ses courriers. Il disait, Ouais. oh, Solange, je regrette, j'ai pas toujours été correcte avec toi, j'ai été trop dure.
Je regrette de ne pas avoir été un gentil papa avec toi. J'ai fait tout de travers avec toi. J'aimerais tellement qu'on se voit. J'aimerais tellement t'emmener dans la ville où tu es né. Je te Oui, ferais visiter cette ville. Et là, je me suis dit, mais en fait, il m'aimait, mon papa, alors. oui. Oui, il n'arrivait pas à l'exprimer peut-être, mais en tout cas, Et oui, il donc, vous caché aimait. ses courriers. Ma Et maman ne votre, m'a jamais donné ses ces courriers-là. courriers ont été gardés par votre mère alors. Ouais, elle me les a jamais donnés. Et puisque vous cherchez à comprendre, vous n'avez pas, alors on voit bien à travers ces lettres, vous cherchez à refaire un peu le fil de votre histoire. Est-ce qu'aussi à Ouais. travers d'autres membres de la famille, Mhm. alors vos grands-mères ne sont plus là Non. certainement, mais peut-être des tantes, des oncles, un peu des collatéraux qui pourraient aussi vous donner Je un suis peu. rejetée par mes tantes aussi. Je suis rejetée de tous les côtés de la famille. Je suis rejetée. C'est très très spécial. J'ai même une tante. Alors aussi peut-être c'est important si je vous raconte ça. Donc ma maman est l'aînée de 3 enfants. Et lorsque donc l'aîné donc il y a une fille, elle, et après il y a deux garçons. Et lorsque son plus jeune frère est décédé, je ne l'ai pas su, c'était mon parrain. Et on ne m'a pas dit. Et je l'ai découvert uniquement le jour où j'ai voulu prévenir mes cousins germains en leur disant que mon papa était décédé. Et quand j'ai dit à un de mes cousins germains, et toi, comment ça va, ton papa, ta maman? Il me dit, mais comment, tu n'es pas au courant? Et là, il m'annonce la mort de son père, donc qui était mon parrain, le 3e frère de ma maman. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi personne ne m'a prévenu? Pourquoi j'ai pas assisté à l'enterrement de mon parrain? Je comprends pas ce qui se passe dans cette famille. Mm. C'est vraiment très, très Oui, c'est compliqué. compliqué. Vous n'avez jamais songé à finalement un peu entamer une thérapie, puisqu'on vous sent tellement en quête, tellement en questionnement. Vous Oui, pourriez, vous savez, en thérapie, on peut reconstruire son histoire. c'est vrai. Vous apaiser, en tout cas. Essayer de comprendre. Oui, Bah, bah oui, parce qu'on sent que vous cherchez de tous les bah côtés oui. possibles. Bah, Vous quand n'avez on manque jamais songé d'amour, à se faire cette moi, je comprends pas. Oui, ce qui est étrange d'ailleurs, ce que beaucoup d'auditeurs remarquent, c'est que vous dites, alors vous découvrez que finalement c'est peut-être pas aussi simple que ça, et souvent les histoires sont, au fond, vous découvrez à travers ces lettres, c'est Ouais. douloureux puisqu'il n'est plus là pour pouvoir en parler avec lui, mais quand même que votre père vous a investi, qui vous a aimé à sa façon. Moi, je ressens de l'amour, hein, donc quand il dit je rêve d'être avec ma Oui, fille. oui, tout à fait. Oui, oui, mais je suis Et puis d'accord quand avec il fait vous. une lettre Mais c'est d'excuse, vrai j'ai que peut-être 14 ou 15 ans. vous en parlez encore en disant mon papa, ma maman. Vous parlez encore comme les enfants parlent. Comme une C'est-à-dire petite fille, mais j'en ai conscience, hein, rassurez-vous. vous restez très en attente. Et C'est cette pas... attente vous bloque finalement, y compris dans vos relations actuelles. Avec votre sœur, vous arrivez à... vous voyez en dehors de ces On ne se voit rassemblements? jamais. On se voit jamais, jamais, jamais. Parce que vous savez, j'allais dire pour votre sœur, c'est toujours compliqué pour un enfant, celui qui a la position de chouchou, comme on dit familièrement, de préféré, c'est pas une position enviable non plus. Surtout quand il y a autant de différences. C'est Mais toujours... ma sœur ne comprend pas. Hein. Elle me dit, Solange, je voudrais savoir ce qui s'est passé avec maman. Mais elle me dit, moi j'ai fait Certainement. ma vie, je suis mariée, j'ai des enfants, je peux pas. Elle me dit, je peux pas m'investir. Excuse-moi. Elle me Oui, dit, mais ça l'interroge quand même, elle aussi. C'est-à-dire, ouais, elle me on a, rejette. on a l'impression, c'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose, ça lui renvoie quelque chose de désagréable, de pénible, y compris Oui. dans ce rejet que vous vivez, et ça lui renvoie une image de sa mère, de ses parents, de sa famille qu'elle a peut-être pas envie de voir, qui la bouscule trop. Je pense. En revanche, vous, vraiment, moi, je vous invite à faire un travail sur vous, parce qu'en thérapie, c'est terrible de rester comme ça, encore dans cette attente. Ça ressemble, il y a quelque chose comme je sais pas si c'est comme un secret, mais il y a quelque chose à comprendre dans ce rejet qui a certainement à voir sur pourquoi aussi de la part de votre mère, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais de toutes les tantes, des cousins, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, est-ce que dans la famille, on a pu penser, se retrouvant seule pendant la guerre d'Algérie, est-ce qu'elle qui était si seule, pourquoi était-elle si seule au fond, votre mère? Comme s'il n'y avait pas aussi de famille autour d'elle pour Non, elle l'entourer. était à 700 kilomètres par contre, elle était à 700 kilomètres de sa famille. Quand elle m'attendait. Elle était dans une ville qui n'était pas sa ville d'origine. C'était quand elle avait épousé mon papa qu'elle s'était
Voilà, elle était dans cette ville, elle travaillait dans cette ville, elle a rencontré mon papa dans cette même ville, ils se sont mariés dans cette ville. Je suis née dans cette ville-là et elle était quand même à Et 700 km de sa ville d'origine. est-ce que vous l'avez fait un peu essayer de parler avec elle, justement, de qu'est-ce qui fait qu'elle se sentait si seule, au fond, quand même, au-delà, sa famille était loin, mais ou en revenant là-dessus, ça a dû être difficile pour toi, parce que peut-être qu'elle ne veut pas répondre si elle se sent un peu mise en accusation. Le mot est fort, Oui, mais en tout elle se cas, sent comme ça, je pense. bon, Elle se sent comme donc ça. elle se protège. C'est une dame aujourd'hui âgée, Oui. qui a 82 ans, qui se protège. Oui. Mais peut-être, en général, vous savez, à cet âge-là, les personnes âgées aiment bien parler de leur passé, de leur jeunesse, de leur et peut-être que là, vous en apprendriez beaucoup. Mais elle m'a dit qu'elle avait été rejetée elle-même par sa propre maman. Ah bah oui. Et que quand le mariage avait eu lieu, donc ma grand-mère avait fait 700 km, j'étais encore pas née, puisque je suis née après leur mariage, quand elle avait invité sa propre maman, donc ma grand-mère, à venir à ce mariage, encore récemment, quand on parlait du décès de mon père, je lui disais que j'avais beaucoup de chagrin. Elle a passé des heures, ça a duré des heures et des heures, elle me parlait de sa vie, elle me parlait de que sa maman était méchante, que sa maman la frappait. Mm. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais maman, c'est curieux ce que tu me racontes, moi je vis un peu ça aussi avec toi. On a toujours été très éloignés, il y a toujours eu de l'agressivité entre nous. Elle était la fille aînée, elle? Oui, elle aussi. Bah oui. Et qu'est-ce qu'elle vous, elle a manifesté quelque chose quand vous lui avez dit que vous vous retrouviez vous aussi dans ce qu'elle disait de sa mère, Non, d'elle? des grands silences, des grands silences. Ah oui, bah ça doit être douloureux un peu. Et elle m'a dit que sa propre mère, donc ma grand-mère, avait été mise à la porte par sa propre mère. Donc ça fait... Oui, si c'est vous sur voulez- des générations. Hein. Ouais. Il y a des relations mère-fille qui sont très douloureuses, quoi, très compliquées. Alors mon arrière-grand-mère met à la porte sa fille. Oui. Ma grand-mère vient au mariage de sa fille avec très peu de cadeaux et ma maman m'a passé plus d'une heure à me raconter que ça s'était très mal passé, que ma grand-mère était venue avec très peu de cadeaux, s'était pas occupée du tout du mariage, s'était occupée de rien, et qu'elle s'est sentie tellement seule et tellement abandonnée. Et moi, maintenant, c'est mon tour. Alors je me dis, Franchement, c'est curieux. bah non, c'est pas curieux. C'est malheureusement l'illustration de ce qu'on appelle la répétition, hein, de quelque chose que l'on peut transmettre aussi malgré soi finalement. C'est-à-dire qu'on est agi parce qu'on n'est pas maître en sa demeure. Hein. C'est Freud qui le disait, c'est toute la place de l'inconscient et vous étiez la première, en première ligne aussi. Il y a quelque chose, vous la mettez face à son impuissance et face à quelque chose qui est douloureux pour elle et de quelque chose qui se répète, qui s'améliore, semble-t-il. Il y a eu ça ne s'est pas passé pareil pour votre sœur, mais elle était la deuxième. Et pourquoi? Parce que quand... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, non, il va falloir de toute façon qu'on s'interrompt pour les Non, mais infos, quand ma chère quand Solange. ma sœur est née, mon père était là, il avait fini la guerre. Voilà, ça change tout. Solange, Il était là. franchement, vous avez tellement besoin d'en parler. Ça pèse tellement dans votre vie que moi, je vous invite vraiment à faire un travail sur vous, hein, à aller en parler en thérapie. On vous sent tellement en demande, parce que ça vous permettrait d'aller mieux, de vous apaiser, et peut-être même aussi d'avoir des relations différentes avec votre mère, et c'est important de le faire tant qu'elle est là. Ça sera plus difficile après. Bon courage, bon courage. Non, pas elle, pas elle. Allez parler de votre lien en thérapie. Bon courage. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant dans cette émission qui est la vôtre. L'antenne d'Europe 1 est ouverte comme tous les soirs pour vous permettre d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, le partager également avec d'autres auditeurs. La ligne est ouverte au 39 21 39 21 pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Ben, je vous en prie, vous êtes Voilà. les bienvenus. Je vous remercie. Voilà. Je voulais vous parler d'un problème qui est professionnel et en même temps familial. Oui, Alors, me concernant, j'ai 38 ans, j'ai une étude d'expert comptable. oui, Si vous voulez, j'ai fait mes études d'expert comptable et mon activité de par mes parents, si vous voulez, qui sont tous les deux professions libérales. d'accord. Pas dans le même domaine. Alors non, mon père est médecin et ma mère est notaire. D'accord.
D'accord. Voilà, mais donc il y a, on va dire, un peu une culture de la Oui. profession libérale, Oui, etc. Enfin, bien sûr. une culture, on va dire, si je peux me permettre, un peu des études. J'ai été poussé vers ce milieu. Et finalement, après, ça fait déjà maintenant 10 ans, 19 ans que j'exerce. Excusez-moi, je suis un peu sous la motivation. Et en fait, si vous voulez, j'aimerais vraiment... Essoufflé en tout cas là pour le moment. Essoufflé, parce que, si vous voulez, c'est un petit peu dur. Vous êtes où? Vous êtes dans la rue, dans votre voiture ou Non, oui, je me suis arrêté parce que j'ai eu mes parents au téléphone justement pour leur dire que je passais sous votre onde aujourd'hui. Ah bon? Parce que je n'ai plus de dialogue avec eux. Oula. Et, Et alors donc vous voulez par ce biais-là qu'ils vous entendent? Exactement. Vous voulez leur faire un petit passer peu. un message? Voilà, tout à fait. Et si vous voulez, moi j'ai toujours été dans un milieu beaucoup plus artistique. Oui. Plutôt dessinateur, et ils n'ont jamais accepté cette volonté. Quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous étiez plutôt attiré par ce milieu-là? J'ai toujours été attiré, mais si vous voulez, j'ai été pas obligé, parce que c'est vrai qu'ils m'ont donné une très belle éducation, ils m'ont favorisé pendant ma jeunesse, mais si vous voulez, le côté profession libérale, expertise comptable, etc., est un milieu qui ne m'intéresse pas. Et pourquoi avez-vous fait ces études alors? Pour faire plaisir un peu? Exactement, et après licence, si vous voulez, vous avez une forme de coming out professionnel qui se dessine. et vous faites votre coming out professionnel en direct sur Europe 1. Vos pauvres parents, j'ai une pensée pour eux, mais ça... Alors, j'ai toujours voulu tout plaquer, ça fait déjà 3-4 ans que je leur parle. On est en conflit monstrueux ensemble, et ils n'acceptent pas que je plaque tout pour si vous voulez, pour m'investir dans un milieu beaucoup plus artistique. Ils ont peur pour vous, en fait. Énormément. Bah oui. Et vous êtes fils unique? Oui, je suis fils unique, oui. Oui. Et si vous voulez, maintenant, depuis 3 ans où je leur parle de ma reconversion professionnelle, si vous voulez, le lien que j'ai avec mes parents, c'est complètement refroidi. Il y a des tensions énormes. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui est très, très pesant pour eux et pour moi. Avec cette difficulté, comme mon métier aujourd'hui ne m'attire plus, ou en tout cas j'en ai Vous n'y prenez plus aucun plaisir, ça. Et c'est financièrement, il faut être clair, c'est devenu une catastrophe. Mon étude, j'ai 5 employés, mais c'est quelque chose que j'ai plus envie d'investir dedans. Ça ne fonctionne plus du tout. Si vous voulez, c'est presque une forme de suicide professionnel que j'organise en quelque sorte. Vous désinvestissez complètement ce que vous faites là. Et vous avez 5 personnes qui travaillent avec vous, mais donc pas d'associés? Non, pas d'associés. Non, pas d'associés. Oui. Et c'est vrai que même vis-à-vis d'eux, je me sens un peu responsable. Mais si vous voulez, quand vous ne prenez plus du tout goût à ce que vous faites, et surtout quand vous n'avez plus du tout de soutien familial, mes parents, je leur en avais parlé depuis 3 ans que j'aimerais un petit peu revoir complètement ma carrière. Vous ne vous sentez pas abandonné, mais quand vous êtes fils unique, vous avez toujours été protégé. Vous avez toujours été une forme de chouchou, on va dire. Et là, si vous voulez, dans cette reconversion, je n'ai plus aucun soutien. On se sent un petit peu délaissé ou un peu seul, je dirais même. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas finalement votre décision. Ils s'inquiètent pour vous. Mais vous me dites, vous êtes intéressé par donc le milieu artistique, donc vous dites les dessins, moi, dessinateurs. Le dessin, voilà, j'aurais bien dessinateur de quoi? J'ai été toujours passionné par les BD. Alors, c'est vrai que je ne connais pas du tout ma qualité pour ça, mais c'est vrai que j'ai un côté beaucoup plus créatif, un côté en fait, on a vu, une expression. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les BD de science-fiction. Enfin, voilà, de créer quelque chose. Et vous dessinez, vous? Oui, je dessine, moi. Enfin, j'écris plus les BD que j'en dessine. Mais je dessine également. Ah, d'accord. Vous êtes plus auteur dans ce domaine-là, d'accord. Tout à fait. Est-ce que vous avez... Aussi, oui, pardon. Oui, mon rejet aussi des chiffres de par mon métier, qui m'amène de plus en plus vers une forme de littérature. Bon, pour l'instant, c'est une littérature, on va dire, un petit peu légère, mais plus une envie d'écrire que de chiffrer, tout simplement. Oui, c'est vraiment... en fait, votre personnalité, vos penchants n'ont rien à voir avec votre domaine. Et surtout qu'en fait, si vous voulez, j'ai une éducation un petit peu rigoureuse, un peu stricte, on va dire un petit peu pas l'ancienne, mais c'est vrai que je considère qu'il faut vivre un petit peu avec son temps et vivre les envies qu'on a envie de vivre, tout simplement.
Mais avec vraiment, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que je nuis beaucoup à mon entreprise, même si ce n'est pas une grosse entreprise, et mes relations familiales avec mes parents sont devenues détestables. Oui, c'est dommage. Parce que Détestables. finalement, comme si vous les rendiez un peu responsables de ça, de ce que vous vivez comme un naufrage ou... Alors, je les sens pas responsables. C'est vrai que à 20 ans, j'aurais dû prendre ma responsabilité et me tourner vers un milieu sur lequel j'étais vraiment passionné, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, ce que je regrette un peu, c'est que, si vous voulez, je leur demande pas aujourd'hui un soutien, mais en tout cas, ils me rejettent complètement, si vous voulez. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus vous voir? Non, mais c'est très tendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je les vois, ils me parlent comment tu vas faire financièrement. Ça les angoisse, en fait. Comment Oui. tu vas faire pour ton loyer. Comment Ils ont tu vas faire peur pour... C'est toujours des interrogations, on va dire, très négatives, si vous voulez. Et qu'est-ce Il y que a vous aucun leur dites positif. alors? Qu'est-ce que vous leur dites? Après, parfois on parle plus avec le cœur que je ne peux pas, je n'ai plus envie de travailler, tout simplement. Oui, mais alors le problème, je comprends aussi que vos parents sont angoissés si vous leur dites, au fond, par rapport à votre étude, vous leur parlez de suicide professionnel. C'est un peu violent. Oui, c'est normal. Non, aussi. mais ça s'est fait petit à petit, si vous voulez. Quand vous prenez pas plaisir aux choses, ça se fait pas du C'est jour au vrai, lendemain. Mais mais- vous voyez votre chiffre d'affaires depuis 3 ans qui baisse. Pourquoi? Parce que vous avez plus envie de vous investir mais alors, émotionnellement dans votre travail. Xavier, plutôt que de scier la branche sur laquelle vous vous trouvez, il serait peut-être plus judicieux de voir aussi comment vous pouvez éventuellement réaliser ce rêve en commençant à envoyer par exemple les textes que vous écrivez, puisque vous êtes plus dans les textes que dans les dessins, C'est vrai aussi, à des- peut-être. de faire enfin une en transition proposant quelque peut-être chose de plus légère. concret, sinon vous restez dans Légère. quelque chose de l'ordre de la rébellion. Un peu comme finalement peut-être l'adolescent que vous n'avez pas été, que vous ne vous êtes pas C'est autorisé vrai à être à aussi, ce moment-là, peut-être. Oui, c'est vrai. et que vous avez faites tout à fait aujourd'hui, parce que finalement c'est vous qui... Le problème, c'est que il n'y a pas lieu de vous faire du mal à vous, au final. Ça serait Non, mais dommage. si vous voulez, j'ai eu tellement un rejet, on va dire, caricatural Ça, j'entends. de mes parents que, en fait, ma réaction qui a peut-être été bête, et c'est vrai que c'est intéressant que vous me dites, c'est d'avoir une réaction si primaire que la leur, si vous voulez. On passe du tout au rien. Oui, c'est excessif. Mais comme parce que vous dans les êtes... deux Vous sens, êtes on trouve pas c'est- compromis, mais le c'est-à-dire dialogue est rompu, si vous voulez. comme si vous étiez encore le jeune homme très dépendant ou voulant, au fond, on sent que c'est douloureux pour vous. Vous dites, vous n'avez pas, à 20 ans, osé, au fond, vous opposer à eux. C'est compliqué quand les parents ont des désirs pour nous, parce que là aussi, ça représente la sécurité. Vous me dites que bon, vous avez une mère qui est médecin, un père notaire, on est dans quelque chose de très... L'inverse, mais bon, c'est pareil. Ah bon, voyez, je les ai... D'accord. C'est l'inverse, d'accord. Voilà. Enfin, c'est très rassurant. C'est des professions Alors, très le problème, rassurantes. c'est Vous... que je Non. peux qu'admirer le bien-être qu'ils m'ont apporté, mais si vous voulez, depuis que je suis jeune et même encore maintenant, Oui. de par, je pense, leur profession, sont très attentifs. Ils me demandent est-ce que ça va financièrement, si vous voulez. Il y a le cordon qui n'a jamais été coupé. Mais j'entends Alors, je ne ça. sais pas si- voilà. Bah oui, Vous on le voyez, voit encore aujourd'hui. Vous êtes Tout à en fait. train de vous révolter finalement, mais le problème, c'est que ça risque de se retourner contre vous au final. Parce que comme le dit Monica, vous avez largement l'âge aujourd'hui de voler de vos propres ailes, d'après tout faire vos preuves. Et Bien vos sûr, parents c'est sûr. finiront par accepter vos choix. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans une opposition un peu stérile finalement, qui, Tout à fait, oui, c'est sûr, très- qui tourne en rond, c'est-à-dire après tout dire, vous pouvez dire plutôt que d'être dans le ressentiment, l'amertume, d'être passé à côté de quelque chose qui vous tenait à cœur, d'essayer. Tout à fait, c'est vrai, mais de par leur âge, puisque mes parents maintenant ont quand même 70 et 72 ans, si vous voulez, c'est dur aussi à cet âge-là de leur faire écouter un petit peu raison. Mais après tout, pourquoi voulez-vous à tout prix les convaincre ? Vous n'êtes plus comme vous avez. C'est vrai. Pourquoi voulez-vous à tout prix au fond, vous avez encore besoin de leur assentiment. Oui, ça c'est un tort, tout à fait. Ça, c'est, Non, je dis pas que c'est un tort. Je le comprends aisément. C'est-à-dire que quel que soit son âge, d'une certaine façon, on a besoin d'être, de se sentir encouragé.
par ses parents, d'être soutenus. Mais vous dites vous-même, ils arrivent à un âge où ils ont 70 ans, ce qui fait, c'est encore, j'ai envie de dire, jeune. On voit des gens de cet âge-là qui sont en pleine possession de leurs moyens physiques et psychiques. Mais en même temps, vous le soulignez vous-même un peu la contradiction qu'il y a à faire. Vous avez 38 ans, comme si il fallait leur accord pour vous autoriser à. Vous n'osez pas le faire véritablement, alors vous sabordez le truc. Vous parlez, je reprends votre mot, c'est quand même un mot fort, c'est de la provocation, mais de suicide professionnel, bon, arrêtons ça, parce que c'est pas... Alors, mais ça me rappelle même dans mes histoires amoureuses, bon alors là, ça sera encore une autre histoire, enfin qu'un jour je vous rappelle, c'est vrai que j'ai toujours... Vous me rappellerez, parce que si vos parents écoutent, c'est peut-être pas le moment de parler de vos histoires amoureuses. Déjà qu'ils s'angoissent pour votre avenir professionnel, ils vont dire, oh là là, il foire en plus ses amours, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, je me suis pas senti dans l'obligation, mais j'ai toujours eu une sorte de devoir de leur présenter ma petite amie assez rapidement pour avoir une forme d'acceptation de leur part. Alors, je ne sais pas si c'est dû ou je suis fils unique ou peut-être à une éducation un petit peu rigoureuse ou un peu stricte. Vous êtes fils unique, ça joue. Il y a certainement beaucoup d'attentes. Vos parents vous ont beaucoup investi et dans le sens très positif, on voit que c'est difficile aussi de ne pas être investi. Hein. Elle nous en parlait justement l'auditrice précédente. C'est compliqué. Donc à l'inverse, il reste en nous, parfois vous les aimez aussi en même temps, même si vous êtes en opposition actuellement. Et vous au fond, vous avez un peu la crainte de les décevoir. Oui. Exactement, voilà, c'est tout à fait. Si vous voulez, on a tout le temps, j'ai vraiment l'impression de vouloir inconsciemment, en quelque sorte, reproduire un schéma familial, ce qui est normal, mais qui ne convient pas forcément. Oui, vous ne vous reconnaissez pas dans cet héritage. Voilà, donc écoutez, je reçois un petit message également de Frésia qui me dit que vous lui faites penser à François-Xavier de Maison, qui est issu, alors ça je savais pas, je savais qu'il était avocat, mais qui est issu également d'une famille d'avocats, me dit Frésia, qui a été juriste international, qui a exercé, il est devenu humoriste avec le succès qu'on lui connaît. Il y a avec un changement finalement. Il y a des gens comme ça qui ont réussi une reconversion, avec un virage à plus de 180 degrés. Hein. Et puis, alors, autant dans mon métier d'expertise comptable, je n'ai plus du tout envie de m'investir, autant dans le milieu de l'écriture, j'ai vraiment envie. Mais absolue, si vous alors, voulez. Est-ce que vous écrivez une volonté de faire. Bon. Oui, mais. Alors. J'ai peur, en fait, si vous voulez, où je franchis le table de façon complètement caricaturale, j'abonne tout pour repasser à autre chose, mais j'arrive pas encore à faire une transition douce, on va dire, si vous voulez. Oui, mais là, je trouve que c'est justement, et je comprends que ça inquiète vos parents, parce que vous êtes dans la rébellion, comment on peut faire, et en disant, je casse tout, c'est le gars il en peut plus, à un moment, il craque, il donne sa démission, et au revoir président, et salut. Bon, quand on a gagné au loto, c'est très bien. Quand on n'a pas gagné au loto, c'est un peu casse-gueule. Vous voyez, il y a des moments où, j'en ai tenté de faire ça, mais, il faut réfléchir un peu. Donc, si vous voulez, attention à ça. Et là, pour le coup, je comprends et je donne raison à vos parents. C'est-à-dire que il y a quelque chose encore qui est au fond un peu douloureux à gérer pour vous. Et au lieu on se dit. Garder une poire pour la soif, enfin, vous n'êtes pas obligé de tout s'aborder. Parce que le côté tout s'aborder pour réussir après, je sais pas, vous pouvez, comme le disent certains, après tout, commencer, alors c'est pas dessiner au fond, c'est vous voudriez être auteur, vous, dans ces bandes, envoyer des textes déjà, vous pouvez le faire, en confiant à ce moment-là, peut-être plus... je sais pas, parmi les gens qui travaillent avec vous, leur donner un peu de... Vous pouvez après tout les laisser un peu... Enfin, prendre certaines responsabilités. Il faut pas non plus qu'il y ait plus de... Alors, le problème que j'ai eu avec mes parents, je crois que j'en avais parlé, c'était il y a 3 ans, c'était au Noël 2012, au Noël 2013, j'ai un petit doute. J'ai commencé à leur parler comme ça, j'ai eu un refus caricatural de leur part. Si vous voulez, c'est même pas, ils m'ont conseillé, pourquoi pas écrire un peu le week-end, ils m'ont dit, jamais. C'est pas du tout. Vous voyez, ils m'ont pas conseillé d'avoir si vous voulez, une reconversion douce. C'était un non catégorique. Oui, mais Xavier, là encore, vous attendez. C'est-à-dire, au fond, quel est votre projet alors, vous ? Comment vous envisagez les choses ?
Alors moi, c'est vraiment écrire et puis pourquoi pas développer. Enfin, après, si vous voulez, avoir un côté aussi créatif, pourquoi pas. Alors c'est vrai que mon projet n'est pas encore assez déterminé, mais j'aimerais vraiment écrire. Vraiment écrire. Alors écrivez. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut pas. Parce que là, votre énergie, vous la mettez plus encore à vous opposer à vos parents, comme si vous étiez encore, adolescent, un peu, à discuter avec eux, à essayer de les convaincre. Après tout, la meilleure façon de les convaincre, c'est de vous lancer. Et peut-être que vos parents, au fond, seront très fiers lorsqu'ils verront si vos textes sont édités. C'est vrai aussi. Et puis, c'est vrai que je me suis un peu renseigné. Il est vrai que ce milieu est très difficile aussi. Hein. C'est très difficile d'en vivre. Hein. C'est quelque chose, c'est quelque chose de pas facile. Mais rien n'est facile si vous allez par là. Mais après tout, si vous avez la niaque, la foi et du talent, mais c'est pour ça, ne sabordez pas tout. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui me dit, attendez, il faut que je retrouve son petit message. C'est Hélène qui dit pourquoi ne vendent-ils pas son entreprise avant qu'elle soit complètement sans valeur? Parce que elle a raison. Si vous sabordez complètement votre étude et après vous dites allez-y les gars. C'est un très bon conseil qu'elle m'a donné, qui est malheureusement un conseil que j'aurais dû écouter bien plus tôt. Oui, mais enfin, il est peut-être possible de redresser la barre et de pas, parce que vous avez aussi, je vous le dis comme ça, mais il y a quand même 5 personnes qui bossent pour vous. Après tout, ils ont peut-être pas demandé aussi à sombrer comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas facile non plus à gérer émotionnellement. Hein. Vous pouvez, comme le dit Yvan, comment dire, monter ce projet, garder bien sûr, lui donner corps, mais sans tout détruire. Je ne crois pas vraiment le côté table rase et on redémarre là. C'est quand même, c'est dur. Il faut pas se leurrer. Oui. C'est très tentant. C'est très tentant et surtout quand on en a ras-le-bol. Mais quand on en a ras-le-bol, justement, c'est pas là où on est, comment dire, non. Mais non, parce qu'on va un peu vers quelque chose d'un peu destructeur. C'est après moi le déluge. Ah oui, j'ai employé un mot dur, mais c'était une forme de suicide professionnel. Bon, façon de parler, mais c'est vrai que quand tous les matins vous réveillez, vous n'avez pas envie de travailler depuis déjà 3 ans, c'est à un moment, ça devient extrêmement pesant. Enfin, si vous voulez, ça devient très dur d'aller travailler. Oui, je comprends. Mais ça le serait peut-être moins si vous dites. Alors évidemment, ça fait plus raisonnable dire ce que vous rejetez actuellement, comme vous rejetez des tas de choses, de ce que vous vivez un peu comme un carcan de côté. C'est pas anodin non plus votre choix. Finalement, c'est un projet qui est pas du tout conformiste. Enfin, d'aller dans ce domaine-là. Bon, par rapport peut-être à une éducation que vous rejetez. Mais au fond, vos parents, ils ont fait le mieux qu'ils pensaient pour vous. Oui, s'ils réagissent comme ça, peut-être en se braquant, c'est certainement au fond parce qu'ils ont peur pour vous et qu'ils s'inquiètent. J'ai envie de dire comme tout parent. Bon. Et vous avez... Après tout, l'âge aujourd'hui, vous pourriez vous-même être parent, vous voyez, de prendre un peu de distance par rapport à ça, et en disant, bon, plutôt que de mettre votre énergie à essayer de persuader vos parents, de dire comment je peux essayer d'aller dans cette voie-là, de me donner les moyens de réussir, mais sans forcément... c'est pas facile, vous savez, quand on n'a plus aucun cadre autour de soi. Si vous vous retrouvez, vous vendez votre étude déjà, et vous vous retrouvez du jour au lendemain, bon allez, vas-y mon gars, maintenant, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Il vaut mieux, d'ailleurs, même d'ailleurs si vous vous présentez, vous envoyez à des maisons d'édition, vous dire votre parcours est intéressant. Oui, voilà, j'étais expert comptable, mais j'ai vraiment envie de changer. Je me retrouve dans cet univers-là. C'est plus facile que si vous pointez à Pôle Emploi. Hein. Oui, bien sûr. Faut pas se leurrer aussi, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai essayé un peu d'analyser ma situation psychologique, comme on dit. Mais si vous voulez, mes parents m'ont, bien sûr, comme vous le dites, ils ont toujours voulu faire des bonnes choses pour leur enfant, etc. C'est une chose. Mais j'ai toujours eu une impression un côté négatif un peu trop dur, si vous voulez. Jamais d'encouragement, toujours tu as fait ça, il faut faire ça. Enfin, vous voyez, ils ont jamais été. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été fiers de moi, finalement, dans un sens. Ils voulaient toujours obtenir plus, et il y a un moment... oui, mais j'entends qu'il y a eu beaucoup d'attentes, est-ce que ça a été peut-être leur façon... Il y a eu à peine un petit merci, pas un petit merci... Mais c'est intéressant d'ailleurs, merci, votre diplôme, c'est pour vous. Voilà, oui, c'est même un tort de dire ça, oui. Bon, vous avez fait comme beaucoup, vous, quand on aime ses parents, on a peur de les décevoir, souvent quel que soit son âge, et puis il arrive un moment où peut-être, par rapport à... certains événements de vie aussi, de se dire, je suis peut-être,
en train de passer à côté de ma vie, de mon désir, de ce qui fait que, au fond, vous vous levez le matin, vous n'avez plus la niaque, vous n'avez plus l'envie. Voilà, Donc moi, attendez, je le sous-estime pas, je le prends même au sérieux. C'est important. D'autant plus que vous êtes à un âge, c'est pas quand on se réveille le matin qu'on a, je sais pas, 60 balais et qu'on se dit, ouais, je suis passé à côté de ma vie ou de ma vie. Bon, on peut toujours opérer des reconversions, mais c'est quand même plus difficile. Bien que on ait eu dans cette émission des parcours, des gens qui ont changé même très tard, qui ont repris des études et autres. Je veux dire, si vraiment le désir est là et profond, on y arrive. Vraiment. Ouais, mais simplement. J'ai réfléchi quand même. C'est ce que j'allais dire, parce que je reçois beaucoup de messages d'ailleurs d'auditeurs qui vous comprennent, mais qui vont aussi, qui disent, on écrit mieux quand on n'est pas dans une dépendance économique. Alors oui, c'est sûr. Parce que vous allez vous mettre une de ces pressions. Si vous lâchez comme ça et en disant « Ouah », parce que maintenant on entend s'il faut vous prouver à vous-même, à vos parents, donc calmez le jeu là. Vous avez quand même la chance d'avoir quelque chose entre vos mains. Ne le sabordez pas, parce qu'après tout, on peut filer quelque chose à un associé le temps de vous pouvez pendant un temps faire les deux, et puis si le succès arrive dans l'édition, tant mieux pour vous et vous changerez complètement. Mais je veux dire, il faut quand même vous ménager un peu. Là, je trouve que vous voulez tellement vous jeter un peu tout. Un peu périlleux. Et comme le dit Monica, qui décidément, je la trouve très perspicace, elle dit, parfois, vous vous couvrez peut-être un peu par le refus des parents. C'est une façon de pas sortir de votre zone. Non, c'est pas ça a rien à voir avec la lâcheté. C'est une façon de pas oser, d'avoir un peu peur. Ça fait flipper quand même. Mais parfois, j'aimerais réussir dans un autre domaine qu'ils ne connaissent pas, aussi pour leur prouver quelque chose plus à eux qu'à moi finalement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est envie de leur prouver qu'on peut arriver à autre chose que dans certains milieux. Et plus pour leur prouver à eux qu'à moi. Parfois, j'ai ce sentiment profond en moi, si vous voulez. Vous voyez, c'est peut-être pas la bonne solution. Ou en tout cas, le bon raisonnement. J'ai pas mal de réactions qui me parviennent pour vous. Je vais les lire juste après ça. On marque une petite pause. D'accord, Xavier ? D'accord. Xavier, vous êtes toujours avec moi ? Oui, toujours, bien sûr. Alors Xavier, vous avez 38 ans, vous êtes expert comptable. Oui, et aujourd'hui, vous auriez envie de tout bazarder pour être dans la BD, et plutôt que les dessins, être auteur finalement de bande dessinée. Plus dans l'écriture. D'accord. Alors, je vais vous lire quelques messages. Yapnop qui dit, vous savez, nombre d'écrivains ont fait un tas de petits boulots avant que de vivre de leur plume. Attention, pas faire votre crise d'ado que vous n'avez pas faite en votre temps. Il y a un peu de ça. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de ça. On le sent encore dans ce lien à vos parents. Il y a Christian. Alors il y a Frésia qui parlait de François-Xavier de Maison, qui a été juriste international et qui aujourd'hui est sur scène et avec le succès qu'on lui connaît. Il y a Christian, ça je savais pas. Michel Leb, oui, était prof de philo. Comme quoi ça peut mener à tout. Bambi qui dit, oui, c'est compliqué quand on a d'abord été guidé par les désirs, les choix de nos parents. Il est difficile ensuite d'assumer au fond ses propres désirs. Et Bambi ajoute, à juste titre, les parents finissent souvent par accepter au fond nos envies, nos désirs, surtout quand ça marche. Donc plutôt que de mettre votre énergie à essayer de les convaincre que ça pourrait marcher, donnez-vous les moyens pour que ça marche, mais sans tout s'aborder. Moi, ce qui m'appelle plus, c'est le côté il y a un côté, il faut tout mettre en l'air pour arriver, tel le phénix à renaître de ses cendres. Le conseil qui revient des auditeurs et de vous-même, c'est vraiment avoir une transition douce et non une transition de rejet en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a utilisé exactement ce terme d'ailleurs. C'est Monica. Elle dit sortez de sous la couette et faites une transition douce et raisonnable. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est ça, un peu C'est vrai qu'on a tendance, dans ces cas-là, surtout quand à un moment il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, où finalement vous avez été, en tant que fils unique, porté beaucoup d'attentes, eu envie de faire plaisir parce que vous aimez vos parents et qu'ils vous aiment, pas envie de les décevoir.
recevoir. Et c'est comme si, là, maintenant, tout ça, vous sautez à la figure et vous dites, moi, vous avez envie de vous réaliser. Oui, mais on se réalise pas en détruisant tout sur son passage, y compris soi-même, d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est vrai, même un peu avec, si vous voulez, la situation un peu morose actuelle. Ah ben, on peut le dire, oui, même on peut dire très lourde, oui. Dramatique. Oui. On a d'autant plus que envie morose, d'avoir oui. une réaction, si vous voulez, de seconde vie, de seconde C'est chance. vrai. Je sais pas comment vous dire. C'est vrai. Mais on se dit, Ça joue, le oui. temps passe vite. Parfois, moi, j'ai été concerné indirectement, il est vrai, par ce qui s'est passé, mais comme tout le monde, j'ai été très choqué, émotionnellement, j'ai eu beaucoup d'émotions qui arrivaient, et on se dit, vite, il faut vivre. Oui. Hâtons-nous de vivre. Et ça me donne d'autant plus envie de passer à autre chose. En fait. Oui, mais je comprends. C'est une réaction d'ailleurs qui, dans ces cas-là, peut être justement salutaire et pleine d'espérance dans un contexte aussi dramatique. Tout à fait, Comme voilà. après un deuil finalement d'ailleurs, parce qu'au fond il y a de ça. On est sans être impliqué directement, on est tous été frappés en plein cœur. Donc ça fait comme après un deuil qui vraiment on peut avoir cette réaction de se dire finalement de prendre conscience de la valeur de la vie et de faire quelque chose de sa vie, et en tout cas d'être au plus près de soi-même, peut-être au plus près de sa vérité, et en ce sens, il peut y avoir quelque chose de très constructif. Mais là aussi, il y a un temps pour tout. Voyez, il faut à un moment faire retomber un peu l'émotion et donc pas être dans quelque chose de s'aborder. C'est vrai que c'est moins tentant, c'est moins, c'est moins grisant de se dire j'en vois tout balader et puis maintenant et je vais vivre je me rebelle et je vais tout larguer, tous les codes sociaux, Dans les faits, on vous amène à être un peu plus raisonnable. Alors vous n'en avez peut-être pas envie à ce moment, mais c'est bien que vous l'entendiez quand même. Et je pense que vos parents aussi, dans leur réaction où vous vous braquez, certainement ont peur aussi. Et ont peur, et vous citez dans ce contexte, ont un peu peur pour vous. Tout à fait. Alors, et c'est vrai. Parce que, comme le dit Sabrina, fermez d'abord une porte avant d'en ouvrir une autre, où il peut y avoir un peu un entre-deux, finalement, qui vous permet et qui vous permettrait peut-être d'ailleurs de mieux supporter d'aller à votre étude le matin en vous disant, c'est un job alimentaire, et à côté, je mets mon énergie, je me lance, j'écris, pour me mettre dans une forme d'énergie, mais créatrice, pas j'envoie tout et je détruis tout, là. Oui, je suis d'accord, mais en tout cas, c'était des conseils vraiment très, très importants pour moi. Alors j'en ai un petit dernier qui va pas vous plaire, mais il y a Frésia qui dit, bon allez, lancez-vous, et puis si ça marche pas, vous pourrez toujours retourner à l'expertise comptable, parce que c'est un secteur très porteur. Oui, c'est vrai, ça dépend des moments. Vous verrez, ou vers autre chose. Mais et puis il y a la cravate rouge qui dit, je sens qu'il va y en avoir des discussions intéressantes avec vos parents au cours des prochains déjeuners dominicaux. Oui, le futur dîner de Noël risque d'être assez animé, je pense. Bon. Oui, effectivement. Écoutez, c'était une façon de faire votre coming out, de professionnel, c'est fait ce soir sur Europe 1. Vous me permettez quand même que j'embrasse vos parents au passage. Oui, bien sûr. D'accord. Et puis je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis de tous ces conseils qui me seront vraiment très utiles en tout cas. Merci. Un dernier petit message de Monica qui dit justement que son comptable, c'est son partenaire préféré. Elle dit, je lui amène ma comptabilité comme on amène ses offrandes à un pèlerinage. Waouh! Vous voyez comment vous pouvez être investi par ça? Alors, quand même. On part sur une touche d'optimisme. Vous allez tout sacrifier comme ça? Oui. Non, tout à fait. Avec un message comme ça, on peut pas. Non, quand même. Non. Voilà. Et puis, mais après tout, c'est bien d'aller aussi doser ses rêves, mais on peut le faire sans tout détruire d'un côté. Et puis, je vous souhaite vraiment bonne chance. Il y a un Jérôme qui nous a écrit d'ailleurs sur la page Facebook, qui lui dessine. Il a d'ailleurs une très très jolie plume. C'est Paul qui m'en a parlé. Et il a rencontré dans un salon, je crois, de BD, et il écrit, et souvent à travers aussi des histoires que vous lui inspirez les uns et les autres. Il a posté quelques dessins, je crois. Paul est en ligne, il l'entend pas, mais quelques dessins qu'il a postés sur la page Facebook. Jérôme, voilà. Donc on le salue s'il écoute. Qui sait? Donc peut-être on parlera de vous, je l'espère, pour vous dans quelques temps, autrement. Comme ça.
On parlera de votre prochaine BD. Je vous embrasse, bonne chance, Xavier. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Très bonne soirée à vous. À vous et aussi. Encore merci. Est expert comptable, qui a 38 ans et qui se rêve auteur de bande dessinée, plutôt de fiction d'ailleurs. Je comprends, c'est vrai que c'est un univers passionnant. Hein. Et Yves dit, c'est vrai que l'écriture permet d'évacuer bien des frustrations, mais allez, beaucoup de diplomatie avec vos parents. Ne soyez pas dans le conflit, grandissez, agissez, vivez vos rêves, mais sans rentrer trop en conflit avec Yves, qui est en Bretagne et qui avait aussi envoyé un petit message pour Solange, qui était la première auditrice et qui souffrait d'avoir été rejetée par sa mère et par un peu l'ensemble de la famille. Elle dit vraiment respect pour Solange, hein, qui est joviale, qui a de l'entrain, on sent qu'elle aime la vie. Et il dit c'est un miracle compte tenu de la façon dont elle s'est sentie exclue et mal aimée, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un grand contentieux, un secret lourd de conséquences. Et il y avait un petit message aussi envoyé pour Solange, pour l'encourager. Alors, c'est pas signé parce que malheureusement, quand il dépasse 160 caractères, j'ai pas la fin, mais la personne dit qu'elle a retrouvé son père après 21 ans de silence et une grande sœur qu'elle ne voyait jamais. Donc il l'encourage, Solange, à continuer ses recherches parce que ça pourrait vraiment l'aider à aller mieux. Et puis un message, alors qui n'a rien à voir, mais c'est notre ami Mimi le boulanger qui lui continue à fêter le Beaujolais nouveau. Et figurez-vous, il a trouvé une recette avec le Beaujolais nouveau qui, entre nous, est délicieux cette année. On n'en a pas trop parlé, évidemment, compte tenu du contexte absolument tragique, mais on l'a goûté quand même jeudi d'ailleurs après l'émission. Vous l'avez peut-être goûté. C'est vrai qu'il est délicieux. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait très chaud. Il y a eu beaucoup de soleil. Finalement cet été ça doit jouer. Mais franchement il est bon. Et alors Mimi, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait du pain au Beaujolais et de la rosette. Et il paraît que c'est un vrai succès. Voilà, il est près de Dijon, l'ami Mimi. Je serai dans le coin. Franchement, je viendrai acheter votre pain au Beaujolais. Vraiment. Allez, on va accueillir maintenant. Je crois que c'est Francine qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Francine. Comme tous les auditeurs, je suis un petit peu émue. Un peu intimidée. Oui, c'est normal. Première minute. Je voudrais quand même remercier Paul qui m'a accueilli avec beaucoup de bonne humeur. Oui. Merci pour lui. Oui, il vous détend, il vous rassure et toujours avec beaucoup de gentillesse et d'humour. C'est vrai, ça fait du bien, on en a besoin. Et puis merci à vous aussi pour votre émission, que ce soit vous, Sophie, c'est toujours passionnant. Merci beaucoup. Alors, voilà, je sais pas trop, mais voilà, je vais commencer par la fin en fait. J'ai vécu une relation passionnelle pendant 20 ans. Oui. Et en 2 heures de temps, je suis passée de la passion à la haine. À la haine, plus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'il y a une rupture. Alors voilà, j'ai été mariée pendant 23 ans. Oui. J'ai 2 enfants, j'ai 2 petits-enfants de 4 ans et une toute petite de 2 mois. Et j'ai connu, je dirais pas son prénom. Non, vous n'êtes pas obligé, non. Je peux dire Jean-Jacques, de toute façon, il n'écoute pas votre émission, il travaille. Et donc, voilà, nous étions éducateurs spécialisés. Et c'est un homme qui m'a raconté toute sa vie, donc bien avant que je tombe amoureuse folle. Je pense, j'avais 45 ans. Oui. Et il m'a raconté, il a tout étalé sur la table, il a pleuré sur mon épaule, on était très amis. Et il m'a dit qu'il était un homme à femme, qui mentait. Il était marié à l'époque. Et j'allais dire, la relation que j'ai vécue a été à la fois, j'ai fait comment on dit, le manège, le grand 8. J'étais au summum du bonheur et tout au fond du gouffre. Parce que, donc, il m'a dit qu'il ne me promettait rien. Bon, on est devenus amants. J'ai divorcé parce que moi, je peux pas mentir. Ah oui. Oui. Et, au bout de combien de temps vous avez divorcé? Il y a 21 ans. Donc, peu de temps après avoir...
Oui, peu de temps après l'avoir connu. Tout à fait. Oui. Enfin, je dois quand même vous dire que, bon, mon mari me trompait. Je suis sortie avec 4 hommes et tous les 4 m'ont trompée. Est-ce que je suis une femme qu'on trompe? Je ne sais pas quelle est la... Oh, disons qu'il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes, peut-être. On peut aussi renverser les... Non? Pensez? Oui. C'est peut-être assez répandu, finalement, malheureusement, mais bon. Plutôt que, Alors, vous voyez, de vous porter tout sur vos frêles épaules. Oui. Et donc... Mais si vous voulez, avec mon mari, ça n'a pas été une histoire d'amour, ça a été une histoire d'amitié plutôt. Et quand j'entendais Xavier tout à l'heure, je me disais, mon Dieu, moi j'ai 66 ans et je suis encore dans l'attente de l'approbation de ma maman. J'ai perdu papa il y a 30 ans, mais quelque part, et là je suis en train de perdre ma maman, qui a été mon pire ennemi par moment, et là je ne suis pas du tout prête à la perdre. Ah oui. Je lui dis que je l'aime, enfin bref, il y a tout qui arrive en même temps. Et là, si vous voulez, donc nous ne vivions pas ensemble, j'ai toujours été la femme cachée. Alors, lui a divorcé pour une autre femme que moi. Hein? J'allais dire que c'est presque prévisible ce qui arrive, mais bon. En me disant qu'il était très amoureux d'elle et tout, et moi j'étais au fond du gouffre, et il revenait toujours me voir très régulièrement. Nous n'avions pas de jour où on se voyait, si vous voulez. Comme je vis toute seule, il venait quand il voulait, il m'appelait, voilà. Hein. Et puis, ça s'est rapproché, ces visites étaient beaucoup plus proches, tout ça, et... je lui avais demandé, je lui disais que tu puis, il n'a pas été avec 50 femmes, mais il avait 1 ou 2 autres femmes, maîtresses régulières, et je lui disais, à la limite, ça j'arrive à passer, mais je ne veux pas que tu me mentes, parce que quelque part, on se connaît tellement bien, que vous êtes là, Caroline? Oui, je vous écoute, attentivement. Oui, on se connaît tellement bien que je voyais quand il me mentait. Donc, vous saviez qu'il y avait d'autres femmes, mais vous vouliez savoir. Oui, je ne supporte pas de ne pas savoir. Oui. Ça peut être bizarre. Non, c'est pas tant ça qui est... Non, c'est évidemment, ça vous donnait l'impression de davantage contrôler, au fond, en sachant que vous pouviez en parler, de garder un peu la maîtrise. Contrôler la maîtrise, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le fait de savoir, dans le fait que finalement vous vous sentiez moins trompé, entre guillemets, puisque vous saviez. Vous pouvez vous en parler. Voilà. Ça, c'est une réaction, somme toute, donc on peut comprendre. En revanche, c'est cet homme qui m'interroge, et la réflexion que vous avez fait sur aussi, où j'ai un peu botté en touche en disant que c'est assez répandu, l'infidélité. Néanmoins, vous avez raison, ça interroge quand même votre... c'est pas un hasard non plus d'être avec des hommes séducteurs. C'est comme ce que ça. je me dis. Oui. Alors, mon mari n'était pas séducteur avec moi. Ah oui, vous aviez une relation d'amitié avec lui. On était copains et voilà. Donc, je pouvais comprendre que ne le satisfaisant pas dans tous les domaines, il pouvait... Bon. Quant à Jean-Jacques, je veux dire, l'histoire était prévisible dans le sens où il m'avait dit « Je suis un homme à femme, je mens ». Il était encore marié, je mens, voilà. Et donc, on en était arrivé à un stade de complicité vraiment pas croyable, quoi. Où, passer toutes les souffrances que j'ai... Alors, je pense aussi à Xavier parce que j'écris énormément. Ah oui? Oui, j'écris énormément. Quel genre d'écrit alors? Alors, j'ai été éducatrice pour enfants porteurs de handicap mental. Et j'ai écrit des histoires pour enfants, je ne sais pas dessiner. Et quand mes enfants à moi étaient petits, je leur racontais ces histoires-là. Et s'ils aimaient, j'allais les raconter aux enfants dont je m'occupais. Hein. Et puis, j'ai écrit mon histoire, quoi. Parce que justement, dans les moments où je souffrais énormément, l'écriture me permettait d'évacuer. D'évacuer, d'être plus sereine.
Et oui. tout ce que j'ai écrit, je lui ai montré à Jean-Jacques. Hein, voilà. Et puis donc, j'avais demandé... Alors, j'ai toujours été une femme dans l'ombre, même quand il a divorcé. Comment a-t-il réagi d'ailleurs quand vous avez divorcé? Il m'a dit, je ne t'ai rien promis. Et il m'a dit, sauf toi, c'est toi qui vas souffrir. Sauf toi de moi, voulait-il dire. Hein. Oui, oui, il était lucide, oui, au moins. Oui, mais on veut pas lucide. entendre ces Moi, plus quelqu'un vous dit ça, plus on fait l'inverse, à la limite, c'est bon. Je trouvais, alors quand mes amis, ils avaient raison, mais quand mes amis me disaient, mais moi j'ai plus de raison là. Le cœur l'emportait sur la raison, quoi. Pourquoi ça a basculé finalement de cette passion en haine? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites en 2 heures de temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le point de bascule? Vous pourrez revenir sur votre histoire après coup, mais j'aimerais quand même comprendre ce qui s'est joué là. Ça faisait 3 mois qu'il avait quitté son appartement et qu'il vivait avec moi. Et il m'a toujours dit, la vie à deux casse l'amour. Et donc, j'ai l'impression qu'il a voulu se prouver à lui-même que c'était vrai. Mais 4 jours avant que je le quitte, il m'a dit, je sais que rien n'est jamais acquis, mais entre toi et moi, c'est à la vie, à la mort. Voilà. Et ça, j'ai vu qu'il le pensait. Attention, hein. Parce qu'il avait des signes quand il mentait. Je lui avais dit une fois, mais comme il n'avait pas de mémoire, il me dit, dis-moi comment tu sais quand je mens. Je disais rien. Quand il vous disait, regarde-moi dans les yeux, vous pouvez être sûr que c'était un mensonge. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 8 jours que je le sentais un peu absent. Je lui dis, t'as quelque chose qui ne va pas? Il s'était installé comme entrepreneur, auto-entrepreneur, il travaillait énormément. Il me dit, non, je suis fatiguée. Je lui dis, non, il y a autre chose. Non. Je dis, tu sais qu'on a dit que tu mentais plus. Il me dit, mais j'aurais plus aucune raison de te mentir maintenant. Et mon ordinateur est tombé en panne. Je suis depuis ma retraite correspondante de presse pour un quotidien. Oui. Donc, mon ordinateur, c'est mon outil de travail. Il me dit, prends le mien. Et vous savez, un acte manqué, qu'est-ce que c'est? On l'éteint pas et on trouve et je l'allume. Il était en veille, je l'allume et une conversation sur Facebook qui était, il discutait avec une fille c'était sans. Oui, sans ambiguïté. Vous voyez d'emblée le lien qui les unissait. C'était surtout un lien physique. Oui. Mais bon. Mais voilà. Donc, ça c'était le matin. À midi, il rentre. Et comme ma maman est très souffrante en ce moment, je l'accueille et il me dit, tu as l'air perturbée, c'est ta maman? Je lui dis non, c'est ce que j'ai vu sur ton ordinateur. Alors il a réagi en me disant, mais non, c'est rien du tout. Je dis, bon, peut-être. Bon. Il s'en va travailler l'après-midi. Et alors là, Caroline, je ne me suis pas reconnue. Très calmement, j'ai dit, je le mets à la porte. Mais je n'étais pas encore dans la haine. J'étais calme. Il est rentré vers 20h. Il m'a dit bonsoir et je lui ai dit très calmement, je te demande de prendre toutes tes affaires et de partir. Et comme cet homme n'est jamais dans le conflit, il m'a dit d'accord. Il a ramassé ses affaires, j'ai bien senti de la colère, j'ai bien senti, mais voilà, moi je faisais des mots croisés, inutile de vous dire que je n'étais pas concentrée. Hein. Et puis, donc il est parti. Et pendant 8 jours, j'ai été très mal. Et après, donc comme il m'avait livré du bois qui devait venir ranger, il est venu ranger le bois, il m'a dit bonjour et c'est là que j'ai pas pu. J'ai ressenti un dégoût et une haine. Alors que le 7 juillet, on était dans les bras l'un de l'autre. Du dégoût aussi, oui, ça allait jusque-là, quoi. Vraiment un rejet extrêmement violent, quoi. Du dégoût par rapport à lui, à vous, au fait de l'avoir aimé? Non, par rapport à lui. Par rapport à lui. Si vous voulez, quand je l'ai revu 8 jours après, quand il est venu ranger mon bois,
il m'a dit bonjour, j'ai pas pu répondre. Il m'a redit bonjour en pensant que je n'avais pas entendu. J'ai pas pu répondre et je n'aurais pas pu lui serrer la main. Et j'étais dans un dégoût et une haine. Mais encore la semaine dernière, je ne comprenais pas. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est-à-dire le fait que vous vous êtes rendu compte qu'il vous mentait à vous aussi? Oui, qui m'a rementi. Alors, là, je commence à somatiser. Bon, il faut dire que j'ai maman qui est très très mal. Et comme disait Xavier, maman a été très dure avec moi. Elle a été très dure. Et là, je fais plein de voyages parce qu'elle habite à 150 km de chez moi. Bon, tout ça, mais c'est le stress, quoi. Hein. Et je me disais, mais j'arrive, je sais pas, alors qu'elle a 91 ans, hein, je veux dire, c'est. Mais là, bon, voilà. Et je suis dans vous êtes fragilisée par cette rupture et puis aussi quand même beaucoup par votre mère qui ne va pas bien et que vous craignez de perdre aussi. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Et donc là, depuis 3-4 jours, je commence à somatiser, quoi. De quelle façon? Comment ça se manifeste? Oui, je suis écœurée. J'ai l'estomac Oui, vous avez un peu des nausées, quoi. Oui, beaucoup. Et puis, je fais de la spasmophilie, c'est-à-dire j'ai les lèvres qui s'endorment, les dents qui... Voilà. Et je me dis, je veux pas... Vous n'avez pas pu lui dire, au fond, vous n'avez pas pu lui dire ce que vous ressentiez pour... le fait que vous êtes très en colère aussi après lui. Il est parti, il n'est pas resté, au fond. Il est venu chercher du bois comme si de rien n'était, puis il est reparti. Non, il est venu m'en livrer. Oui, enfin, bon. Oui. Mais comme si de rien n'était. Non, pas comme si de rien n'était. Il est venu, il est venu avec un ami en même temps. Donc. Oui, donc ça aide pas tellement à parler, vous voyez, à être dans une... Il fuit. Mais comme il a toujours fait, cet homme, hein. C'est malheureusement pas nouveau. Voilà. Bon, il y a une prise de conscience, mais ça n'est pas nouveau. On va continuer à se parler, parce que c'est intéressant quand même, hein, comment la passion peut basculer dans la haine. J'imagine que votre histoire fait écho, certainement, à beaucoup d'histoires d'amour qu'ont pu vivre les auditeurs de la Libre Antenne. On s'en parle peut-être après le journal de minuit. D'accord? À tout de suite, Francine. D'accord, Caroline. La nuit est à vous sur Europe 1 et le 3921 est à votre disposition jusqu'à 1h du matin. Nous sommes ensemble et en direct, bien sûr. 3921 pour témoigner ou pour réagir à une histoire qui fait peut-être écho à la vôtre. Et vous pouvez également donner votre point de vue par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors on va retrouver Francine. Et Francine, vous nous parlez d'une histoire d'amour, d'une passion en fait amoureuse qui a duré 20 ans quand même, hein, avec un homme donc qui aimait les femmes, on peut dire ça, qui les aime toujours, mais qui vous aimait. Vous vous sentiez aimé en tout cas de lui. Oui. Jusqu'à ce que vous découvriez qu'il avait parallèlement des liaisons. Vous le saviez, mais tant qu'il vous tenait au courant, ça allait. Et là, vous avez découvert par hasard, enfin par un acte manqué sur son ordinateur, qu'il avait une liaison avec une autre femme. Et là, du jour au lendemain, vous avez basculé dans une haine... froide finalement, quelque chose de très froid, c'est pas explosif, hein. Vous l'avez quitté très froidement. Et très calmement. Trop peut-être. Faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Oui. Parce que on sent il y avait quelque chose presque de la rage dans cette. Au moment où je lui ai demandé de partir, non. Parce que vous avez fait preuve d'un sang-froid, comme si vous étiez presque à distance, comme s'il y avait quelque chose de... Et dans un premier temps, bien sûr, il a rassemblé ses affaires, donc il m'a quand même dit, mais il faut que j'enlève tout. Je lui ai dit, oui, tu as toute la nuit. Et en fait...
Oui, mais sa passivité est aussi, déconcertante, je trouve. Il ne cherche pas à savoir, il s'en va. Mais C'est ça aussi qui est très... Je lui avais dit. Oui, enfin, même en sachant, il pourrait quand même un peu essayer de vous expliquer, de tenter... non, mais c'est ça qui est exaspérant. Tout à fait. Le fait, vous l'avez dit d'ailleurs, il est jamais dans le conflit. Non. Voilà. Finalement, il aime être aimé, cet homme. Il aime être aimé. Clair. Mais s'il sent le moindre rejet, le reproche, quelque chose, hop, il s'en va. C'est facile. Et il a pas... je vais vous expliquer. Il a vécu avec une femme pendant 7 ans. Pendant qu'il me voyait toujours, hein. Et il vivait avec elle. Là, lui qui disait que la vie à deux tuait l'amour, il vivait avec elle. Et un jour, elle est tombée sur un SMS qui m'était adressé. On se retrouve ce soir, donc voilà. Encore un acte manqué. Elle lui a dit, je te donne 3 mois pour partir. Mais avec son ex-femme, ils sont toujours amis. Avec cette femme, il est toujours ami. Avec moi, c'est terminé. Je ne veux pas qu'on soit amis. Oui, mais parce que il aime séduire. Il séduit par. Il n'est que dans la séduction. Il veut toujours qu'on l'aime, être aimé. Ça m'étonne pas vraiment qu'il puisse désirer rester ami. Après, c'est ce qu'il vous dit aussi. Comment ces femmes parleraient de lui au fond, vous voyez, c'est peut-être. C'est-à-dire, je vais vous dire, il s'était installé comme auto-entrepreneur. Bon, il avait des chantiers un peu partout. Quand, par exemple, il allait où habitait son ex-femme, il l'appelait devant moi. Salut ma grande, est-ce que je peux venir dormir à la maison? Mais oui, pas de souci. Mais vous voyez bien cet homme, il a toujours menti. Il a toujours menti à tout le monde. Et il me l'a toujours dit, quand on s'est connus, qu'on était amis, il m'a dit, je suis un menteur né. Bon, il a une histoire compliquée également. Oh, ça certainement, mais ça ne l'empêche pas de séduire. Parce que, vous savez, les femmes sont souvent très sensibles à ça. Les hommes qui, d'emblée, d'ailleurs même dès un premier rendez-vous, vont tout raconter, vont se raconter, avec souvent une grande complaisance au fond. Parce que derrière ça, il y a un égocentrisme, un narcissisme forcené. Tout à fait. Mais ça attendrit. Ça, c'est je trouve beaucoup de femmes, on se laisse attendrir. Oui. Par ce déballage, finalement, après coup on le voit comme tel, mais sur oui, comme si finalement cette capacité qui est au fond un peu à se livrer, à se raconter, là où beaucoup d'hommes sont plus pudiques, plus réservés sur leurs émotions. Alors c'est un peu déroutant, mais au fond, c'est encore être dans la séduction que de se livrer comme ça. Et je lui avais dit, parce que quand il a vécu avec cette femme, quand elle lui a dit de partir, il a pas eu d'émotion, de peine. Je dis, mais tu n'aimes personne, tu n'aimes que toi. Oui, oui, d'une certaine façon, oui. Ouais. Mais on le voit, on s'en rend compte souvent trop tard. Mais le constat est effectivement celui-là. Il est un peu brutal, mais il est celui-là. Ce sont des personnalités qui aiment être aimées, mais qui ne savent pas aimer. Voilà. Ça, j'en suis convaincue. Et qui réussissent très bien à se faire aimer, hein, en revanche. Ça, là, il n'y a aucun problème. Il y a toujours beaucoup de femmes qui gravitent autour d'eux, c'est certain. Après, vous voyez, je resterai plus nuancée sur le fait, celles qui vous disent amitié. Oui, enfin, si on veut, c'est lui qui raconte. Hein. J'aimerais, si on écoutait vraiment les femmes, on se rendrait compte qu'elles passent certainement par des phases comme celles que vous traversez. Parce que c'est douloureux, parce que c'est aussi un art de vous faire croire que vous êtes l'unique et l'adoré, qu'avec vous, il a une relation unique. Et vous dites les manèges, hein, les montagnes russes, c'est ça. De tout, vous passez à rien. Et il y a du jour au lendemain. C'est-à-dire si au fond, ils ne prennent pas le risque de reproche, ils s'en vont. Voilà, ils s'en vont. Non, oui, bien sûr. Ils vont chercher ailleurs. Et oui, ce que vous dites, c'est vrai, parce que il me disait, il n'y a qu'avec toi que je suis moi-même. Oui, bien sûr. Oui, hein. Bien sûr. Mais c'est toujours ramené à eux. Oui, et c'est très valorisant. C'est-à-dire qu'il y a un côté, au départ, se croire
se penser l'unique de quelqu'un qui a un fonctionnement qui est très séducteur, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être très valorisant. Je comprends tout à fait ça. Oui, mais Caroline, j'ai jamais été unique, je le savais. Oui, mais l'unique dans votre relation, quand il vous dit il n'y a qu'avec toi, parce qu'au fond, vous, contrairement à d'autres certainement, vous saviez, il y a d'autres avec qui il ne parlait même pas, il ne disait même pas qu'il était infidèle. Avec vous, non, oui, il pouvait un peu tomber le masque, mais il en a tellement de masques. Ah, ben ça c'est clair. Ça. Ah oui, on dirait que vous l'avez connu, dites donc. J'ai dû en connaître, oui. J'ai dû en connaître parce que des personnalités, oui. Et en même temps, parfois, parce que c'est pas le même, hein. On n'a pas connu le même, je vous rassure. Mais non. Oui, j'en ai rencontré comme ça. Mais je veux dire, par exemple, en même temps, il est un homme jaloux. Ah mais oui, mais c'est pas incompatible ça. Oui, parce que parfois quand on parlait de ses autres relations, je lui disais, si moi j'avais un amant. Alors là, on voyait qu'il se bloquait, il disait, je viendrai, et le moins à l'aise partira. Il était très sûr de lui. Parce que bon, pendant 20 ans, je ne me reconnaissais pas. Je suis une femme que je considère libre, mais alors là, non, pas du tout. Mais c'est un moment aussi, vous voyez, je pense que c'est un moment de votre vie qui est quand même très douloureux pour vous, parce que votre mère, avec qui vous avez eu aussi une relation compliquée, vous sentez, enfin, vous me dites que vous êtes en train de la perdre, vous avez peur de la perdre, donc c'est des moments aussi comme ça qui sont un peu des moments de vérité. Oui, c'est vrai. Vous savez, ma mère n'a jamais accepté que j'ai un autre homme. Je lui ai présenté, et elle a employé un terme très ordurier, que je ne dirai pas à l'antenne. Elle m'a dit, je ne veux jamais voir ça commence par un F. Et elle ne le connaissait pas. Et donc, il lui a pas plu d'emblée aussi. Peut-être, pardon, vous dites au-delà d'un autre homme, peut-être qu'il lui a pas plu, cet homme-là. Il lui a pas plu, certes. Hein, mais je veux dire, j'avais 45 ans et quand j'entendais Xavier, oui. Quelque part, j'avais peur de ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Ma fille me disait, mais comment ça se fait que tu as peur de ta mère, quoi. Vous aviez peut-être un point commun avec lui à ce niveau-là. Les séducteurs, les hommes très séducteurs ont une relation aussi avec leur mère très particulière quand même. Hein. Alors sa mère, ça a été difficile parce que c'est une mère qui est décédée de l'alcool. Ouais, mais on va pas trop s'apesantir sur lui. Finalement, ce qui m'importe, c'est plutôt vous. Vous, et comme le dit Frésia, finalement, comprendre, vous voyez, cet homme qui est quand même très autocentré n'est peut-être pas c'est pas ce qui va vous permettre, vous, d'avancer. Il faut maintenant que vous preniez soin de vous, de votre mère, peut-être aussi. Vous avez besoin de vous rapprocher d'elle. De vous rapprocher d'elle. Et vous avez actuellement presque d'autres priorités, peut-être un besoin de vérité, au fond. Parce que vous êtes quand même très différente de cet homme. Dès le début, vous m'avez dit que vous avez divorcé, alors. Parce que si aussi cet homme a pris une place dans votre vie, c'est peut-être aussi à ce moment-là que dans ce couple, qui était un couple plus fondé sur l'amitié, vous ne vous y retrouviez plus. Mais en tout cas, vous pouviez pas être dans un double jeu. Ce que lui fait aisément. Oui, moi je ne peux pas. Lui, le mensonge est une seconde peau. Vous étiez très différente. Oui. Et puis mon prénom commence par Franc. Hein. Eh oui. Ben oui, mais bon, il y a un côté certain très séduisant, très attendrissant, si ce n'est qu'à un moment, quand on voit un peu l'envers du décor, c'est plus décevant. Faut que vous avez l'écriture qui va vous permettre certainement aussi, vous dites ça vous aide, hein, l'écriture, ça vous permet de vous libérer un peu, d'avancer, ça va vous aider aussi dans cette histoire-là. Oui. Il faut. Mais si vous voulez, je l'ai jamais mis sur un piédestal. Non, mais comme c'est mes pas ça. amis me disaient, mais on comprend pas, Francine, on te reconnaît plus. Là, vous savez, quand il y avait encore pas les portables et tout, ça commençait. Je ne sortais pas de chez moi au cas où il appelait. Mais c'était de la folie, quoi. Alors qu'il ne me demandait c'était la rien. passion. C'était la passion. Donc, c'est finalement parfois il faut prendre au mot quand ils me disent sauve-toi, mais là aussi c'est un peu, c'est très
plus on dit ça, plus on s'accroche, ou non, tu ne devrais pas m'aimer, enfin tout ça, vous voyez, ça fait partie de la séduction. Et... Ça fait partie, oui. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il le fait de façon, dans un but de vous manipuler ou autre. Je crois que ça fait partie d'une problématique, d'une personnalité comme ça. Et au fond, c'est des hommes qui souvent ont des relations assez particulières avec leur mère, qui ont une certaine peur des femmes et qui, en ayant plusieurs, c'est une façon de ne pas être trop dépendante d'une, et en particulier ça les renvoie trop les relations à leur mère, une mère qui souvent avait beaucoup d'attentes par rapport à eux. Bon, voilà. Alors ils sont très séduisants, très attendrissants, jusqu'à ce que, à un moment, peut-être on en a un peu marre. Ce qui vous arrive, rapprochez-vous de ce que vous vivez de votre mère, écrivez, je pense que ça va vous aider aussi. Oui, d'accord ? Mais ce qui m'a étonnée, c'est que mon sentiment est parti en 2 heures de temps et qui s'est transformé en haine. Je pense qu'il y avait déjà eu pas mal, il y avait eu quand même pas mal de déceptions, au fond, malgré tout, et que c'est pas forcément en 2 heures de temps comme vous le dites. Écrivez ça. Je pense que vous allez très bien arriver à pouvoir écrire ce que vous ressentez, que ça va vous aider un peu à mettre à distance. Bon courage en tout cas. Bon courage, Francine. Merci, au revoir. Caroline, de votre écoute. Au revoir. Bonne émission. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute. Les Beatles, Penny Lane. Tout réagit un peu vivement au témoignage de Francine par SMS en disant « J'arriverai jamais à comprendre ces femmes qui acceptent une liaison avec un homme sachant qu'elles sont elles-mêmes trompées. » La réponse est peut-être dans ce que dit Monica, c'est-à-dire qu'il y a le challenge de pouvoir apprivoiser un homme que personne n'arrive à obtenir, enfin en tout cas d'être aimé d'un homme, d'être l'unique. Et ces hommes parviennent très bien à vous faire croire, à nous faire croire que l'on est unique dans cette histoire-là. Et il y a quelque chose effectivement de valorisant, jusqu'à un certain point, évidemment. Allez, on va accueillir maintenant Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Caroline. Comment ça va ? Ça va. Ça va. Je vous appelle pour un sujet qui a déjà été abordé maintes fois sur votre antenne. Merci d'abord de m'accueillir en direct pour vous permettre de rejoindre de la famille de la Libre Antenne. Oui. Tout simplement le problème de l'handicap. Oui. J'ai mon épouse, j'ai moi-même 75 ans, bientôt 76, et elle bientôt 81 dans 2 mois. Oui. Elle est en HAD, en hospitalisation à domicile, heureusement, depuis maintenant plus de 4 ans, puisqu'elle a subi un énorme AVC, très brutal comme toujours, mais bon, qui est malheureusement irréversible. Qui a laissé des séquelles importantes. Tout à fait. On a eu la chance, il faut toujours être positif, c'est que le problème de destruction du cerveau a eu lieu côté droit, ce qui lui a permis de garder toute sa lucidité et la parole. Donc ça aurait pu être bien pire. Oui. Ça aurait pu être bien pire, mais malheureusement, elle est hémiplégique gauche totale, c'est-à-dire le bras, la jambe et plus de champ visuel du côté gauche, totalement. Bien, et je voulais par la même occasion donc surtout mettre à l'honneur les services sociaux aidants pour les familles touchées par ce problème. Oui, vous trouvez vous êtes bien entouré? Ah, tout à fait, oui. Je pense me permettre de les citer. Bon, oui. Il s'agit de l'AXO, c'est-à-dire l'Action sanitaire et sociale de l'Oise. Et en l'occurrence, nous sommes tout à fait au sud de l'Oise. On est presque sur la Seine-et-Marne. Je suis dans le 60, dans un petit village.
l'Axo de Crépy-en-Valois, qui est le pôle est de l'action de l'Oise. Vous avez raison de mettre à l'honneur comme ça ces professionnels Parce que c'est très très important dans le sens où ils nous apportent bien sûr leur savoir, leurs compétences, et aussi un rayon de soleil, parce que ce genre de personnes, et particulièrement toutes, naturellement, toutes aussi consciencieuses que possible. Je dis consciencieuses, il y a l'équipe du pôle Est, je pense, qui tourne sur chaque jour. Ils doivent être 22 personnes, il y a 3 garçons et il y a beaucoup de personnel féminin. Et ça peut aller depuis les simples étudiants, particulièrement les week-ends, les étudiants qui sont soit en préparation d'école, en école d'infirmière ou en école d'aide-soignant, c'est-à-dire 2 ou 3 ans d'études. Voilà. Donc ça. Et donc ils interviennent dans le cadre de l'hospitalisation à domicile? Oui, tout à fait. Elle est donc en HAD, comme je vous ai dit, donc en hospitalisation à domicile, et elle bénéficie du service APA. Donc ils sont délégués par l'APA pour intervenir chaque jour, et ça c'est vraiment dans nos routes de campagne, par tous les temps, 365 jours sur 365. Absolument. Il n'y a jamais eu une seule défaillance, parfois des soucis de route, des petits délais, mais on peut compter sur eux, on vous appelle, ils sont vraiment formidables, exemplaires. Et ça peut aller, je vous dis, de 20 ans, nous, ça devient évidemment, vu notre âge, on se tutoie, on les tutoie, enfin, ils nous tutoient pas, mais on les tutoie. Oui, ils sont jeunes. Pourraient être carrément nos filles, même avec une quarantaine d'années, et vous avez des petits jeunes qui arrivent, qu'on encourage, et qui ont 20 ans. Et oui, et ils sont à l'aise par rapport à ça. C'est la différence d'âge qui fait qu'ils acceptent que vous les tutoyez. C'est fait avec beaucoup de... voilà, ça se permet, de chaleur. Voilà, ils ont l'âge, ils pourraient être vos petits-enfants. Encore ce matin, parce que on essaie d'être accueillant, d'être ouvert, naturellement, on a bien besoin d'eux, et c'est réciproque. Certains élèves viennent passer à domicile leurs petits examens de passage d'année. On en avait oui, bien sûr. Un petit jeune homme qui doit avoir une vingtaine d'années, qui a passé son examen pratique de première année d'aide-soignant. C'est que vous êtes des patients votre femme et vous, qu'ils apprécient beaucoup, et très coopérants, parce que en général, ils mettent pas les situations, les patients les plus difficiles pour les jeunes qui passent des examens quand même. En général, ils choisissent entre guillemets. Donc ils doivent aussi beaucoup vous apprécier, quoi. Je pense que c'est réciproque. Oui, tout à fait. Il y a un attachement, il y a des liens qui se créent évidemment. Oui. Et donc c'était ça, je voulais d'abord les citer parce qu'on a bien besoin d'eux. Et puis maintenant, le problème général, je vais pas m'étendre, il est connu, le problème général de l'hospitalisation à domicile, et heureusement que je peux, ce que je disais à Paul, Paul d'ailleurs que je remercie sur l'antenne une fois de plus, avec d'autres personnes pour son accueil et son humour, et il est sensationnel. Ah oui, c'est vrai que vous êtes nombreux à le dire, et c'est vrai qu'il vous fait beaucoup de bien, je le sais, et il nous en fait aussi, parce que par sa bonne humeur et toujours son côté joyeux, ça fait du bien. Il sait mettre à l'aise les personnes avant de passer à l'antenne. J'ai trouvé ça sensationnel. Il met en confiance, c'est vrai. Voilà. Alors donc, si vous voulez, parce que naturellement, le problème, ma hantise, c'est normal, c'est que là, je suis moins vaillant qu'il y a 4 ans. Naturellement, j'avais 4 ans de moins. Et puis, malgré toutes ces aides complètes, puisqu'il y a un passage matin et soir avec un autre organisme pour les toilettes du matin, du soir, vous avez le passage de la kiné 3 fois par semaine, vous avez l'orthophoniste, donc on est très bien aidé. Mais sur le plan horaire, si vous voulez, il y a 3 quarts d'heure le matin, on va dire globalement, même avec les aides qui sont très bien organisées, vous êtes avec votre malade 22 heures sur 24. Voilà. Oui, c'est un peu lourd, même si c'est un peu lourd, c'est compliqué à vivre. Mon gros souci, c'est de pouvoir garder la santé qui me permette d'assurer ça, parce que naturellement, si je ne pouvais plus assurer ce travail, ça serait le retour sur une structure hospitalière, et on a eu quelques expériences qui n'étaient pas toujours formidables. Est-ce que en dehors de ces équipes qui font un travail formidable, vous vous sentez très bien épaulé,
isolé. Est-ce que vous pouvez avoir un peu un extérieur? Parce que vous le dites, alors, écoutez, des amis, évidemment, parce que ça, c'est sûr que c'est un problème, parce que vous êtes avec la montre à la main, et on fait des coupures, on s'organise en fonction d'eux. Moi, j'ai toujours été habitué à me lever de bonne heure. Bon, il faut commencer. Ma journée, elle commence à, on va dire, à 8 heures du matin, pour la prise en main, et elle se termine parfois, parce que les passages horaires sont parfois tardifs, ça se termine à 21 heures. On peut dire à peu près comme ça. Oui, si c'est des grosses avec journées. Avec des coupures, on est bien d'accord. Et la sécurité, elle a évidemment je cherche mes mots, moi. Elle a évidemment l'aide. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est par rapport à quoi? En dehors des soins, vous voulez dire? Au niveau de la sécurité, parce que sinon je ne pourrais pas m'absenter. Oui, c'est ça. Comment, si vous voulez sortir, faire des courses, est-ce qu'il y a quelqu'un? Les courses, vous savez, je peux pas parce qu'on est à partir du moment où on est en campagne, hein, il faut aller, à une vingtaine de kilomètres. Si vous voulez, rien que le fait de, j'ai un ami qui depuis d'ailleurs, il mérite aussi que je le remercie. Depuis le premier jour, ça fait 4 ans et demi, il me fait mes courses toutes les semaines. J'appelle le jeudi soir, le vendredi, les courses sont faites. Quand je peux aller les chercher, j'y vais. Si j'ai un souci, il me les apporte à domicile. Et ça fait 4 ans et 2 mois que ça dure. Hein. Voilà. Mais sinon, je voulais parler de l'alarme. Bah voilà, la télé-alarme. D'accord. La télé-alarme, qui est. Ah, c'est pas l'alarme que les personnes portent autour de leur cou, c'est encore. Portent autour du cou avec le petit bouton. D'accord, oui. Donc, au cas où ils puissent d'ailleurs le faire fonctionner, s'il y a pas, mais s'il y a un événement grave, ça sonne, on est en relation directe avec le portable, tout de suite, avec en sécurité 2 portables, une voisine qui est en relais aussi pour permettre. Oui, ils préviennent tout de suite, et s'il y a personne, ils envoient tout de suite quelqu'un de toute façon. Oui, tout à fait. Il faut pas être à plus de 10 minutes de. Ils conseillent de ne pas être à plus de 10 km. Oui, mais il peut y avoir ils ont plusieurs numéros. C'est-à-dire, si le premier, la personne n'est pas disponible, ils en appellent d'autres. J'ai un relais avec la voisine qui ne travaille pas et qui est côte à côte et qui, dans les 2 minutes, peut agir. Et de toute façon, au pire, si personne n'est joignable, à ce moment-là, il faut intervenir quelqu'un en urgence, pompier ou autre. Ils envoient on ne l'est jamais. Donc, c'est rassurant de savoir. Oui, et puis ça me permet aussi de m'évader un petit peu. C'est ce que j'allais dire, parce que, j'ai le plaisir de faire partie du conseil municipal, donc on a du petit village, donc on a des réunions, bien sûr. Une réunion, c'est parce que c'est ça. Par exemple, c'est ce que me disaient Paul et Fifi en antenne. Ils disent qu'est-ce que vous êtes dynamique quand vous avez dit votre âge, enfin la situation qui est quand même difficile, lourde. Alors je lui ai dit que le téléphone était formidable, il pouvait faire encore illusion. Non, mais vous avez une énergie avec vos grosses journées, le tonique dans un débit verbal. Dites-moi. Ça me permet. Oui, c'est comme ça. Oui, on a toujours été comme ça. Vous êtes hypertonique. Mon épouse et aussi. votre épouse aussi, la pauvre. On était, vous savez, en retraite. Notre passion, c'était pour faire court. C'était le chant. On faisait partie. On a été choriste sur Crépy-en-Valois pendant des années. On animait un atelier chant à 10 km de là pour les personnes âgées. Oh là là, oui, vous étiez très dynamique. Et comment elle le vit, écoutez, justement, elle est formidable aussi. Hein. Elle fait face, elle s'adapte à. Elle n'a pas le choix, vous me direz. On n'accepte jamais le handicap, bien sûr. C'est pas simple. Sur les fins de journée ou quand elle souffre un peu plus, parce que c'est une souffrance permanente. En plus. Elle me dit, je te rends compte, tout ce que je pouvais faire et tu n'arrives plus à faire et je peux pas t'aider, etc., etc. Oui, mais certainement que dans le lien qui vous unit, dans le fait que le regard que vous portez sur elle, vous la voyez pas comme une personne diminuée finalement. Vous lui renvoyez pas ça. Du tout. C'est ça, c'est-à-dire que ça doit aussi beaucoup l'aider. Que vous conserviez d'elle tout en vous adaptant, en ne niant pas malheureusement le handicap qui est le sien, mais vous continuez à la considérer comme une personne, comme la femme que vous aimez à part entière. Elle se débrouille toute seule pour. Heureusement, c'est le côté gauche. Bon, elle a toujours été très manuelle. Moi, c'était pas mon cas. Elle était très habile de ses mains, donc elle mange sans problème. Elle fait des choses. Et même, on a tendance un petit peu à trop.
je dirais pas les chouchouter, mais aller vers un geste et ceci et cela. Elle m'a dit, mais laisse-moi faire. Oui, elle a besoin de ça, certainement. Paul me disait que vous lui aviez dit qu'elle avait même plus de mémoire que vous. Ah oui? Ah bah là, c'est incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, la mémoire, et c'est pas seulement, souvent les personnes âgées, on dit ce sont les choses anciennes qui reviennent. Oui. Ah non, mais la là, mémoire immédiate. C'est peut-être la fatigue aussi, et puis il y a des jours, je vais chercher un numéro de téléphone, mais j'ai pas le temps de prendre le carnet. Elle vous le donne. Oui. Ah, oui, donc vous restez très complet. Vous gardez cette dynamique qui est la vôtre, quoi. Et ça doit beaucoup l'aider aussi. Absolument. Qu'au fond, vous prenez soin d'elle, on l'entend. Il y a beaucoup, mais en même temps, en ne la considérant pas comme inapte à tout, quoi. Non, du tout. Écoutez, je vais pas trop mobiliser l'antenne, j'ai fait le tour. Vous mobilisez pas parce que je trouve, votre question c'était quand même, vous continuez en dehors donc du conseil municipal dans lequel vous êtes très investi. C'est ça, est-ce que vous avez un peu, parce que vous me dites quand même c'est du 21h sur 24 oui, on va dire comme donc ça. Comment en dehors la nuit, il n'y a pas de problème. Hein. La nuit, malheureusement, avec les calmants qu'elle a, et puis elle évidemment... donc les nuits, j'ai pas eu sur 4 ans de soucis. Bon, parce que vous savez, le problème avec le handicap, quand parfois c'est que c'est comme si ça mettait une pression terrible. Or, il faut quand même... c'est important de dire que quand on vit avec une personne qui a un handicap, c'est pas pour ça qu'on peut pas s'autoriser de temps en temps le droit de craquer aussi. Oui. Alors il faut savoir composer, s'organiser. Alors je vous dis, moi j'ai toujours été un lève-tôt, donc ça ne m'a pas changé depuis que je suis en retraite, etc. Donc si je démarre à 8h30, vous voyez, moi j'ai ma pause tranquille. Les amis, on est vraiment dans le cadre d'un petit village sensationnel, c'est la petite famille. Eh bien, je vais prendre mon café, mon croissant. À 6h30 c'est ouvert. Vous voyez, là je suis tranquille. Vous allez au café du coin. 8h30, retrouver des amis, reparler d'autre chose. Oui, c'est bien que vous ayez, comme vous dites, des pauses après, comme ça. La journée commence. Vous avez des respirations. Il y a quand même du repos, on peut se permettre, j'ai quand même des coupures, c'est pas, parce que sinon, vous savez, les transferts, là, elle ne peut absolument pas bouger, hein. J'entends par là, le moindre mouvement nécessaire, c'est un transfert du lit au fauteuil, du lit à la chaise percée, etc. Pénible. Donc ça c'est pénible, de l'ordre, quand ça va bien, c'est 10 fois par jour, hein. Bon, donc, des fois, c'est sûr que c'est un peu pesant quand on arrive le soir. Les reins. À tous les sens du terme, bien sûr. Oui. Mais bon. Mais moi, je suis admirative. C'est ce que dit Cathy d'ailleurs. Elle dit, vous êtes vraiment formidable. Elle ajoute, certains philosophes disent que c'est confronté à la souffrance qu'on approche le vrai. Elle dit vraiment plein de bonnes choses. Bon courage à vous, à votre épouse, Cathy, qui dit, je suis très admirative. Si je peux me permettre, Caroline, est-ce que vous me laissez 2 petites minutes? Allez-y, bien volontiers. Ça va être tout à fait le profil de mon épouse. Je terminerai là-dessus, si vous voulez. Parce qu'elle n'a pas eu de chance quand même, hein. Donc, elle a écrit 2 cahiers de poèmes. Oui. Quand elle pouvait encore écrire, maintenant c'est plus possible. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je regarde les dates, elle mettait tout. C'est un poème qui a été écrit en 1997 parce que malheureusement, ça elle en était sorti et je croyais bien que c'était irréversible. Elle a été opérée d'une tumeur au cerveau il y a 20 ans. Et elle en est sortie. Oui. Et donc ça, vous voyez, on dit toujours après ces événements-là, le chirurgien lui avait dit, ne vous étonnez pas, il va y avoir une belle déprime qui va sortir. Eh bien, elle s'est défoulée sur l'écriture et ça s'est très bien passé. Et si je peux me permettre, il est très court. Je vais vous lire, et ça c'est pour donner le profil, parce qu'elle est très courageuse et parfois, même quand je suis fatigué, c'est elle qui me remonte le moral. Hein. Elle râle. Hein. Elle est incroyable, hein, votre épouse. Et son choix, le petit poème court, et c'est tout à fait... Ça reflète sa personnalité très combative et quelqu'un qui lutte et qui est dans la vie, qui reste dans la vie formidablement. Bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Oui. Eh bien, écoutez, ce petit poème, et je terminerai là-dessus en vous remerciant de me le laisser lire, s'intitule « Choisis la vie ». Si tu espères en moi, et pour moi, même quand je doute, si pour m'accompagner parfois tu modifies ta route, si tu me tends la main quand je suis dans la nuit, si tu comprends sans lendemain mes peurs et mes soucis, si tu prends soin de moi, avec adresse, si avec moi silencieusement tu pries, si jusqu'au bout ton visage me sourit avec tendresse, le soleil de ta présence réchauffera mon cœur endolori. Comme le grain de blé tombé en terre deviendra pour nous herbe nouvelle, mon ami,
je comprendrai au sortir de l'hiver qu'avec moi, tu choisis la vie. Il est superbe ce poème. Voilà. Il correspond tellement à ce que vous vivez. Enfin, on entend, je trouve votre amour est très émouvant. Parce que on est vraiment dans l'amour. Je le connais par cœur. Oui, j'entends. Beaucoup d'émotions. Il a été écrit quand, ce poème-là? Elle a été écrit, écoutez, alors là, elle est formidable. Hein. Elle l'a écrit le 12 juillet 1997 à 17h30. Elle notait les dates, les heures, etc. C'est incroyable comme quelque chose d'un peu... Enfin, ça prend tout son sens, évidemment, aujourd'hui, à travers ce que vous vivez. Naturellement. Mais c'est ce que dit Monica, l'allégorie de l'amour, c'est votre couple, c'est très très beau. On entend, c'est ce que dit le valet de cœur aussi. C'est 45 ans de vie commune. Ah oui, mais enfin vous savez, la durée, c'est pas toujours la qualité du lien. Non. Alors que vous, il y a une force dans votre amour qui, on entend tellement d'histoires d'amour qui en fait, on se demande où l'amour est absent finalement. Oui. Et là. Merci d'avoir partagé votre Merci à vous votre histoire. Ça fait longtemps, ça fait des années, 1 an, 2 ans. J'ai dit à soir. Vous avez bien fait d'appeler. Oui, vous avez bien fait d'appeler. On vous envoie vraiment plein de force, plein de courage. Vous en avez beaucoup, plein d'amitié surtout. Vraiment. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Et embrassez votre épouse également pour moi. Vraiment. Merci. Au revoir. Je dirai demain matin. Au revoir, Caroline. Au revoir, Jean-Pierre. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Facile de se faire un beau jour lâcher, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Johnny Hallyday, de l'amour. Et l'amour que porte Jean-Pierre à son épouse vous a touché, vous a ému. Hein, je vois vos messages. C'est la Cravate Rouge qui dit: Jean-Pierre force notre admiration et le respect avec un tel amour de la vie. On en reste le souffle coupé. C'est Catherine aussi qui dit: vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Prenez soin de vous et de votre épouse. Vous nous apportez beaucoup avec votre témoignage. Isabelle aussi qui dit: quelle énergie et quelle humanité dans ce que vous nous dites. Quelle justesse de ton. Vous me touchez beaucoup, dit Isabelle. Et je vous trouve très classe tous les deux. Vous méritez vraiment tous ces jeunes gens qui vous aident et que vous tutoyez. Bravo, j'ai beaucoup d'estime pour vous deux, dit-elle. Margaret qui dit: qu'est-ce que c'est beau de s'aimer comme ça. Et puis Katou aussi qui dit: ça fait du bien d'entendre l'amour, le véritable dans la bouche d'un homme. Vraiment, ça, je suis d'accord, c'est des témoignages comme ça forts. Jean-Pierre n'en fait pas trop, raconte son quotidien, cette histoire et ce lien très fort qui les unit. Isabelle dit: c'est cet amour aussi qui leur donne cette force, et je crois qu'au fond on aimerait tous être aimés comme ça. Bonsoir Jean-Luc. Allô? Oui, bonsoir Jean-Luc. Oui, voilà, c'est Jean-Luc. Alors je voudrais transmettre un message pour quelqu'un qui écoute à l'antenne en ce moment. Que de messages alors ce soir. Je précise pour les auditeurs que je suis médium, poète et handicapé avec une personnalité assez complexe, et que j'ai envoyé mon recueil de poèmes à Paris à quelqu'un qui m'a fait une lettre magnifique qui m'aide à vivre, et je voulais remercier la personne, et j'ai répondu à ce recueil de poèmes par une petite carte avec les toits de Paris et 2 petits chats. Voilà, donc la personne se reconnaîtra, mais j'ai jamais reçu une lettre comme ça de ma vie, bon, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment très sympa de la part d'Europe 1 de m'avoir permis de vivre ça. Et alors, je voulais préciser que je ne veux pas donner à l'antenne, je suis passé en septembre à l'antenne, mais je ne veux pas donner le nom de mon ami parce que ça me vient. Parlez bien, Jean-Luc, parlez bien dans le combiné en revanche, parce que on vous entend pas bien là. On s'est déjà parlé.
Et vous nous aviez parlé Voilà, de vos poèmes. Allô? Oui, moi je vous entends, mais j'entends plus du tout, là. on vous entend pas bien du tout, Jean-Luc. On a un petit souci avec votre téléphone. Vous parlez pas bien dans le combiné. Non, mais c'est que la communication passe mal. C'est vrai, ça passe pas bien chez vous. Là, Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez là? Là, je vous entends, mais à peine. Fifi va mettre le retour du son au maximum pour que vous puissiez m'entendre. Et vous nous aviez... Tout à l'heure, j'entendais très bien, et là, je vous entends à peine. Bon, on va mettre le retour au son au maximum. On peut pas faire davantage, malheureusement. Vous nous aviez parlé, Jean-Luc, d'une relation que vous aviez avec une amie qui était médium également. Vous investissiez beaucoup sur cette histoire, et vous aviez dit que vous rappelleriez peut-être pour donner de vos nouvelles. Là, je vous entends beaucoup mieux, ça va très très bien. Là. Bon, tant mieux alors, tant mieux. Alors, je voulais dire qu'il s'est passé quelque chose dimanche. C'est que dimanche, j'avais ramassé des légumes chez moi parce que j'habite chez les paysans, tout ça. Donc, je prépare mes légumes pour faire de la soupe. Je consulte mes SMS à 3h de l'après-midi. Je me rends compte que mon amie m'a envoyé un SMS pour dire qu'elle faisait un repas, qu'elle avait chanté dans une église, qu'elle avait fait un repas chez elle et que j'étais invité, mais c'était trop tard. Donc, je l'appelle pour m'excuser de ne pas être venu au repas qu'elle faisait chez elle parce que j'avais eu du SMS trop tard. Et elle me répond, je travaille, et raccroche. Donc, Parlez bien dans le combiné, Jean-Pierre. Là, ça va mieux, là? Jean-Luc, pardon. Oui, parlez bien dans le combiné, parce qu'il y a des moments, c'est moi qui vous entends plus, on ne vous entend plus, c'est dommage. Comme quelque chose de très violent, parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de me comporter comme ça, et puis... voilà, moi quand quelqu'un m'appelle, je réponds, même si je suis en train de pratiquer la méditation, d'écrire un poème, je réponds, quoi, je dis pas... Ah bon, même quand vous méditez, vous répondez au téléphone? Parce que j'ai entendu la personne avant moi qui parlait des bips, parce que ce que je me suis dit, moi, c'est que si je m'étais cassé la figure dans l'escalier avec une cheville cassée, ben mon amie, je pouvais pas compter sur elle, voilà. Vous m'entendez là ou pas? Parce que la liaison est vraiment pas terrible du tout, Jean-Luc. Donc c'est compliqué un peu de se parler ce soir. Donc vous êtes un peu blessé par la réaction qu'elle a eue en vous disant qu'elle travaillait. Mais en même temps, ça peut arriver. C'est pas forcément contre vous. C'est pour ça que je m'en fais pas monde parce que. Oui, ça peut. Elle était peut-être, si elle est sur son lieu de travail, pas disponible. Mourant à cause de ça. Voilà. Mais parce que vous êtes ultra sensible et que vous. Bon. Qu'on en parle de ça, je pardonne. Et puis bon, parce que les handicapés, ça, c'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui est handicapé, parce qu'en fait, il faut être à la fois dans la relation, il faut avoir vraiment beaucoup de qualités, et tout le monde ne les a pas, quoi. En tout cas, elle peut avoir, même si elle a beaucoup d'amitié, de sympathie pour vous, voire plus. Il y a des moments où on peut pas toujours être disponible. Ça peut arriver aussi. Vous voyez, elle peut être à un moment sur quelque chose qui fait qu'elle n'est pas disponible pour vous parler. Mais à ce moment-là, elle peut vous dire, je rappellerai plus tard, ou vous la rappelez. Il faut pas forcément, vous avez raison, prendre la mouche. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce que je me dis, il faut pas dramatiser. Non. Parce que moi, les choses... Il y a une chose que je voudrais témoigner à l'antenne, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est qu'en fait, ma mère est décédée l'année dernière, je communique avec ma mère depuis l'année dernière. Elle m'a demandé pardon pour tout le mal qu'elle m'a fait. Je me suis rendu compte que dans ma relation avec mon ami, je suis plus en train de régler mes comptes avec ma mère. Donc en fait, il y a une relation, je la prends comme elle est, mais je règle pas les comptes avec une personne imaginaire parce que je me suis rendu compte que dans le passé, c'est des choses que j'ai fait ça. Dans mes relations avec les femmes, je réglais les comptes avec ma mère, c'était pas sain, ça allait pas du tout. Oui, mais enfin, vous nous aviez confié... Donc là, c'est clair, net, précis, et ma mère, je lui dis, bon, maintenant j'arrête la relation, moi je veux vivre ma vie. C'est que vous allez mieux, peut-être, c'est que vous vous êtes un peu réparé, puisque vous nous aviez confié quand même que vous aviez été un enfant très maltraité par votre mère.
Donc, il était difficile pour vous de sortir de ce lien, même si votre mère n'est plus de ce monde. C'est compliqué quand on a été un enfant maltraité. Le lien se poursuit, il y a toujours une attente. Si vous pouvez aujourd'hui prendre un peu de distance, c'est que vous vous êtes un peu apaisé, que vous allez mieux finalement. Voilà, parce qu'en fait, ça va beaucoup mieux. Bon, mais c'est l'important, c'est l'important. Elle est comme elle est, c'est sûr qu'elle fait beaucoup de choses, elle est débordée de tous les côtés, ça je comprends très bien. Et vous pourrez la rappeler ou lui envoyer un petit texto. Je vais pas en parler parce que je veux pas mettre le couteau dans la plaie, et puis faire comme si c'était rien passé, et puis c'est tout quoi. Voilà quoi. Voilà, ou à ce moment-là, vous lui envoyez un petit texto, ça bouscule moins que le téléphone. Elle peut vous répondre quand elle est disponible. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on fait des choses ensemble. Elle m'a proposé qu'on fasse un jardin ensemble, je suis tout à fait partant. On a fait des choses ensemble, mais c'est tellement intense entre nous que elle me dit, moi j'ai besoin de prendre du recul, de me reposer, je veux pas être étouffé par la relation, je comprends ça très bien, parce que pour vous situer un peu, je vais manger chez elle il n'y a pas très longtemps, je suis arrivé à 7h, je devais repartir assez rapidement, et puis en fait à minuit, on était encore au coin du feu en train de discuter. Bon, c'est pas possible. Alors, vous voyez, ça serait dommage, vous en aurez d'autres des soirées. Ça, je comprends très bien. Vous en aurez d'autres des soirées comme ça, Jean-Luc. C'est vrai que ça serait dommage, bon, de prendre la mouche, de vous disputer pour quelque chose qui, vous le dites vous-même, n'est pas si grave. Merci en tout cas d'avoir appelé Jean-Luc pour nous donner de vos nouvelles. Bonne nuit à vous. Au revoir Jean-Luc. Au revoir. Et puis, je voulais revenir quelques mails. Encore, il y a Yves qui revenait sur le témoignage de Xavier, qui est, je dis expert comptable et qui voudrait se réaliser dans la bande dessinée, être auteur de bande dessinée. Yves dit, il existe des ateliers de reconversion à Pôle emploi. J'ai 42 ans, j'ai fait un changement total. Avant, j'étais dans les bureaux, maintenant je suis chauffeur d'autocar. Pensez à vous, laissez un peu vos parents de côté, c'est votre vie, pas la leur, et on n'a pas forcément besoin de la reconnaissance de ses parents pour avancer. Karine, elle dit, je travaille dans le recrutement et j'ai l'impression que Xavier est plutôt dans une fuite que dans un réel choix de réorientation, qu'il fasse un petit peu attention, qu'il se protège. Et puis là, Luciole qui dit, je me souviens d'un psychanalyste spécialisé dans les problèmes de burn-out qui disait que souvent c'était juste un point qui focalisait les douleurs, les blocages, et à force de séances, les gens revenaient le voir sans avoir quitté leur boulot en ayant remis les points sur les vrais i. C'est vrai que le travail peut être un symptôme aussi d'un mal-être plus profond et que parfois ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Merci à vous tous encore pour vos témoignages. Je vous embrasse, je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à demain. Il est maintenant 1h du matin sur Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand pour Au cœur de l'histoire.